Coucou tout le monde, c'est Clem Coco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème une foire aux questions. En effet, il y a à peu près une dizaine de jours, je vous ai mis un post dans l'onglet communauté de ma chaîne afin que vous me posiez un maximum de questions sur moi, sur mon avis sur Koh Lanta, sur Survivor, sur plein de choses. Et vous avez été très nombreux à me poser des questions. Donc je suis très content, j'en ai reçu par mail, j'en ai reçu sur Instagram, j'en ai reçu directement en commentaire sur le post que j'ai mis dans ma communauté. En tout cas, merci pour toutes ces questions et je vais donc y répondre. Mais avant de commencer cet incroyable interrogatoire, je voulais à nouveau, une nouvelle fois, on continue, on ne lâche pas, vous remercier. Vraiment, merci pour tout votre soutien, votre fidélité. Chaque jour, je gagne des abonnés et c'est vraiment top parce qu'on est de plus en plus. Et le but de ma chaîne, c'est de partager. Donc plus on est, plus on peut discuter et débattre. On n'a pas tous les mêmes avis, clairement. Donc c'est plutôt sympa un peu de discuter chacun son point de vue, ce qu'il aime, ce qu'il aime moins, etc. Et donc c'est de partager le but. Donc vraiment, merci encore pour tous vos retours, toutes vos vues, tous vos commentaires, toutes vos réactions. C'est vraiment un bonheur. En tout cas, je pensais pas que j'allais autant engranger de fans de Koh Lanta autour de ma chaîne. Donc je suis vraiment content. Vous pouvez pas savoir à quel point. Donc vraiment merci. N'oubliez pas que si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clem Coco, il faut s'abonner à la chaîne. Comme cela, vous avez une petite notification quand je poste quelque chose. On peut également déclencher la cloche de notification. Ça peut être sympa. Ça vous préviendra quand je poste une petite vidéo. On met un pouce bleu sur la vidéo si on aime bien. Fait toujours plaisir. On n'hésite pas à se balader, à s'aventurer dans l'onglet communauté où je poste des fois des petits sondages, des petites infos. Donc on n'hésite pas à s'y perdre. Clem Coco est également sur les réseaux sociaux. Je suis toujours sur Instagram. J'essaie de poster plusieurs fois par semaine. Donc n'hésitez pas à me suivre. Et donc c'est parti. On y va. On passe à la foire aux questions. C'est parti. Je vais répondre à toutes vos questions. Du moins je vais essayer. Et comme d'habitude avec Clem Coco, on y va direct. On rentre dans l'art. On ne fait pas de petite intro, de petit épilogue. On y va direct. Et donc les questions seront décomposées en 3 thèmes. Il y aura les questions perso sur ma vie et sur ma chaîne, les questions sur Koh Lanta, mon avis sur Koh Lanta, ce que je pense, etc. Et également le 3e thème, ce sera Survivor, parce que vous avez été nombreux à me poser des questions sur la version américaine de Koh Lanta. Donc je vais y répondre, ne vous inquiétez pas, et donc c'est parti. Donc sur le thème perso et sur ma chaîne, la première question a été quel âge as-tu et quand as-tu découvert Koh Lanta? Alors mon âge, c'est pas un mystère, j'en ai déjà parlé dans certaines reviews, dans certains commentaires. J'ai 33 ans, je suis né donc en 1988, je vais bientôt avoir 34, et oui, je me fais vieux. Je suis un petit vieux, Clem Coco est déjà très âgé. Et j'ai découvert Koh Lanta en 2001, l'année de sa première édition. C'était l'année de la télé-réalité, puisque c'est quand même la 2e télé-réalité de toute l'histoire en France, puisqu'il y avait eu Love Story juste avant. Petit bisou à Loana et Stevie. Et c'est vrai que l'émission s'est terminée en début juillet, et TF1 a donc ensuite sorti sa première télé-réalité, donc Koh Lanta, les aventuriers de Koh Lanta, ça s'appelait. Et j'avais 13 ans, puisqu'on fait le calcul, vu que je suis né en octobre. En juillet 2001, j'avais 13 ans. Donc j'ai découvert Koh Lanta tout jeune. Et c'est vrai qu'après, j'ai grandi avec Koh Lanta. Je n'ai jamais loupé une seule émission parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de replay. Mais bon, on avait les magnétoscopes. J'enregistrais parce que c'est vrai que c'était le vendredi. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous sont team vendredi, c'est plus sympa. Mais parfois, même si j'étais ado, puis après, j'étais grand adulte, j'avais un peu une vie. Et donc, j'enregistrais. Surtout que c'était l'été. Et l'été, il se passait plein de choses. On partait en vacances, on partait à droite à gauche, on allait en voyage des fois en Europe. Donc, un peu compliqué des fois de regarder Koh Lanta. Mais j'enregistrais. C'est ma grand-mère ou ma mère qui le faisait quand j'étais pas là. Donc j'ai réussi à ne jamais louper un épisode, ce qui est plutôt pas mal. Puis le replay est arrivé, heureusement pour nous tous. Donc voilà, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai grandi avec Koh Lanta, j'ai grandi avec Denis Brognard, et c'est vrai que ça m'a accompagné de mes 13 ans jusqu'à aujourd'hui. Feras-tu un feat avec Pixit? Alors cette question a été posée avant la vidéo de Pixit qu'il a sortie dernièrement, mais effectivement oui, j'ai déjà fait une vidéo avec Pixit, c'était très sympa. Alors j'interviens très rapidement parce que c'est une vidéo avec énormément de monde, je crois qu'il y a 7 ou 8 personnes, et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup plaisir en tout cas que Pixit me contacte pour que j'apparaisse dans sa vidéo. Écoutez, si c'était à refaire, je referai avec grand plaisir, j'espère qu'il y en aura d'autres, parce qu'honnêtement c'était plutôt sympa, c'était plutôt intéressant, je suis pour, et même s'il y avait d'autres youtubeurs qui seraient intéressés de faire un feat avec
avec Clem Coco, écoutez, je suis très ouvert, il n'y a aucun problème. Moi, j'aime beaucoup discuter avec les fans de Koh Lanta et même les moins fans, donc il n'y a aucun souci. Peut-être que moi-même, je pourrais proposer à certains youtubeurs, écoutez, je vais prendre le risque, j'avais proposé des petites alliances sur des vidéos, ça peut être sympa. Donc, en tout cas, oui, j'ai déjà fait des vidéos avec Pixit, je vous mets le lien de cette vidéo dans la description. C'était très sympa et honnêtement, j'espère qu'il y en aura d'autres. Parce qu'en plus, avec Pixit, après avoir fait ce petit passage, on a pas mal discuté et c'était très intéressant. On n'a pas les mêmes avis du tout et donc c'est ça qui est intéressant parce qu'on peut vraiment débattre et donner son point de vue, clairement. Donc franchement, très sympa à refaire en tout cas et c'était une petite expérience que j'ai trouvée très agréable. Sur ta chaîne YouTube, envisagerais-tu de faire d'autres vidéos que sur Koh Lanta? Alors écoutez, j'aimerais beaucoup parler d'autre chose que Koh Lanta, même si Koh Lanta, clairement, c'est une passion. J'adore, je connais par cœur et tout. Alors je sais pas si je ferai des vidéos sur cette chaîne-là, autre que Koh Lanta. J'avoue que Clem Coco, c'est Clem Coco, quoi. C'est le fan de Koh Lanta. Donc écoutez, si Clem Coco connaît vraiment un gros succès, ce que j'espère, parce que je veux qu'on soit énormément pour qu'on puisse discuter un max, parce que le but c'est de partager. J'ai fait clairement cette chaîne pour pouvoir discuter avec de vrais fans de Koh Lanta, parce que même si j'ai certains amis qui aiment bien Koh Lanta, ils regardent ça comme un show sympa et pour se divertir. Donc souvent les discussions ne sont pas très profondes sur Koh Lanta. Des fois ils me comprennent pas quand je suis à fond. Non mais il n'a aucune vision du jeu, pourquoi il a fait ça, nanana. Des fois ils me regardent un peu comme un extraterrestre. Donc c'est un peu pour ça que j'avais fait la chaîne à la base. Mais j'avoue que si la chaîne a un petit succès et que je commence à avoir une petite communauté sympa, pourquoi pas créer une nouvelle chaîne sur autre chose, parce que j'ai plein de choses à raconter, j'ai des avis à donner, je pourrais raconter un petit peu mon vécu, mes expériences, rien de fou non plus, je suis pas allé sur la lune, mais en tout cas, voilà, j'aurais peut-être quelques trucs à narrer. La question suivante, c'est regardes-tu d'autres youtubeurs Koh Lanta? Alors, bien sûr que oui, bien sûr que je regarde d'autres youtubeurs Koh Lanta. Je regardais énormément avant que Clem Coco naisse. Là, je regarde un peu moins parce que j'ai beaucoup moins de temps, c'est vrai que ça me prend du temps de faire les vidéos de Clem Coco, puis j'ai un travail, c'est un peu plus compliqué. J'essaie en tout cas de suivre un peu les vidéos des youtubeurs que j'aimais beaucoup avant de faire ma chaîne. Alors pour être très honnête, j'ai adoré la chaîne Palawan qui ne fait plus de vidéos et je suis un peu déçu, il s'est arrêté à la deuxième review du deuxième épisode de La Légende et depuis Silence Radio. Donc je suis un peu triste parce que je l'aimais vraiment bien, j'aimais bien sa voix, j'aimais bien les analyses qu'il faisait, donc je suis un peu triste qu'il ait disparu Palawan. Et je suis complètement fan des parodies de Space Babies. Clairement j'étais tombé sur une vidéo de parodie quand j'étais à Nantes il me semble, où il parodiait Koh Lanta à la nouvelle édition et ça m'avait buté. Donc depuis je le suis pas mal, je l'aime beaucoup, je trouve ça très rigolo, je regarde beaucoup ses parodies. Et j'ai longtemps regardé aussi Maxime qui ne parle pas que de Koh Lanta parce que c'est un prof d'histoire géo un peu geek, plutôt sympa, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Et c'est plutôt stylé parce qu'il a de belles analyses. Alors je suis clairement pas d'accord avec lui, on n'a pas du tout les mêmes favoris, on n'a pas du tout la même vision du jeu, mais clairement c'était plutôt intéressant. Je regarde beaucoup moins parce que c'est vrai que j'ai beaucoup moins de temps, mais en tout cas j'apprécie beaucoup. Et bien sûr je suis Pixit que je regardais déjà avant de faire Clem Coco, que je trouve plutôt intéressant, il a une belle analyse du jeu et c'est pareil, on n'a pas du tout les mêmes avis, mais même sans ça c'était plutôt sympa. J'ai beaucoup aussi suivi Twitch, c'était vraiment sympa, lui aussi c'est pareil, il a arrêté, c'est vraiment dommage, je crois qu'il a fait une pause, il n'en pouvait plus. Honnêtement c'est dommage parce qu'il c'était vraiment de belles vidéos, c'est pour ça qu'il cartonnait, j'avais vu qu'il avait énormément d'abonnés et tant mieux pour lui, c'était vraiment top. Et bien sûr d'autres youtubeurs comme Dr Kael qui sont très sympas. En tout cas voilà, j'essaie d'en regarder un maximum et c'est vrai qu'on est quand même quelques-uns. En tout cas n'hésitez pas à aller tous les voir, que ce soit Palawan, Twitch, Pixit, Space Babies, Maxime, Dr Kael, ils sont tous top. Donc n'hésitez pas. Et franchement si j'avais plus de temps, je les regardais vraiment toutes. Mais là clairement avec toutes les vidéos que je dois faire et mon travail, c'est pas possible. La question suivante, c'est avec qui regardes-tu Koh Lanta en général? Alors c'est vrai que c'est avec un peu tout le monde. Alors au début c'était ma famille, quand j'étais ado, que je vivais chez mes parents, je regardais un peu avec mes parents. Et puis ado, c'était plutôt mes amis. Quand j'avais 17-18 ans, c'était plutôt avec mes potes. Même quand j'ai commencé à vivre en coloc et tout, on regardait Koh Lanta, je me rappelle le retour des héros avec Romuald en faisant des petites raclettes, c'était très sympa. Et ça passait le mardi à l'époque, et personne râlait. Je rigole, ça me dérange pas du tout que ça passe le mardi ou le vendredi, moi, ça peu m'importe. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que c'était tout entre amis. Et après, tout dépend des événements, de la situation géographique où je me trouve. Voilà, j'ai quelques amis qui regardent, mais pas tous, honnêtement, parce que c'est vrai qu'ils en ont un petit peu marre. Voilà, ça fait trop de saisons. Il y en a certains qui disent que c'est un peu trop la même chose, donc je peux pas leur jeter la pierre. Il y a des saisons qui se ressemblent, effectivement. Mais voilà, j'ai quelques amis, je les compte un petit peu sur les doigts de la main qui regardent encore Koh Lanta. Puis après, depuis que je fais Clem Coco, j'avoue que c'est un peu seul. Ça fait un peu triste ce que je dis, mais je regarde souvent seul parce que je suis tellement focus sur mes notes que je dois prendre en mode hystérique. Donc du coup, je vous avoue que je regarde surtout seul. Et en plus, c'est le mardi. Donc en pleine semaine, même si on est des grandes personnes et qu'on peut faire ce qu'on veut, excusez-moi, mais le mardi, après Koh Lanta, j'aimerais bien dormir. Et encore, je m'enregistre pour mes reviews derrière. Donc honnêtement, pas le temps de voir mes potes faire soirée devant Koh Lanta. Donc depuis Clem Coco, un peu tout seul. Ça fait vraiment le mec désespéré. Mais avant, c'était surtout avec les amis. Mais bon, comme ils ont tous un peu lâché le navire Koh Lanta, c'est souvent seul du coup. Mais bon, sans cette solitude, est-ce que Clem Coco aurait existé? Je ne sais pas. Quel type de candidat serais-tu dans le jeu? Alors, je miserais à fond sur le social
spécial parce que clairement, des 4S, c'est celui où je peux être le plus fort, je pense. Je mettrai un tout petit peu de stratégie dans mon jeu, mais pas agressif. Pas le truc où je suis trop vénère, genre l'or dans les armes secrètes qui montre clairement c'est une grosse stratège qui retourne le game, qui a fait des blindsides. Non, je serais plus en mode discrétion, un peu comme Christina, Clémence ou Christelle, alors que je fais que les clasher les filles en disant ouais, elle s'est cachée derrière Patrick, elle s'est cachée derrière Francis, elle s'est cachée derrière Bertrand. Enfin, en gros, elles assument pas. Mais je serais un peu comme ça. C'est horrible de dire ça, mais c'est vrai. Je serais un peu under the radar, voilà. Je serais la petite chèvre en train de suivre la stratégie. Oui, t'inquiète. Tout mignon, tout gentil. J'essaierai de trouver une bonne alliance pour aller le plus loin possible. On verra bien si ça marche ou pas. Parce qu'en plus, en épreuve, je pense que je serai pas ouf. Je serai pas une grosse merde, mais en tout cas, je serai pas incroyable. Je pense que je serai le moins bon de tous les garçons. Je serai un peu en mode Vincent des armes secrètes. Voilà, je serai pas incroyable dans les épreuves. Je serai pas nul. Je serai pas un mauvais élément, mais je serai pas incroyable. Et en survie, je serai plus en mode apprentissage. Un peu comme Nessim dans Johor qui clairement apprenait tout de Marc et qui faisait un peu l'élève. Je me préparais un petit peu. J'essaierais de faire du feu. Je regarderais bien la boussole. Je serai pas en mode hystérique comme quand on disait armes secrètes à mettre un poteau dans mon salon ou alors une grosse poutre pour faire l'épreuve du paresseux. Calmons-nous. Mais je me préparais un peu. Donc j'avoue, je serai un peu un candidat, pas lambda, parce que je ne suis pas lambda déjà, mais je serai un peu un candidat discret, gentil, hyper sociable et tout, et avec un petit peu de stratégie. Je sais pas comment me décrire, mais je serai un peu comme ça. Donc je serai pas forcément un candidat adoré, je pense, mais en tout cas, j'essaierai d'être discret, très gentil, assez efficace dans mes stratégies, et un peu mettre la faute sur tout le monde. Un peu comme Gabriel dans la saison de Thaïlande. Je pense que je ferai ça. On ne saura jamais si ça marche ou pas, ma stratégie, mais en tout cas, ce serait ça. La question suivante, c'est vas-tu dévoiler un jour ton visage? Eh bien, écoutez, j'ai beaucoup pensé. J'aimerais bien, honnêtement, parce que voilà, je ne suis personne, hein, je suis pas Brad Pitt. Hein. Je pense pas que si je dévoile mon visage sur ma chaîne et que je sors dans la rue, on va se jeter sur moi. Hein, je ne suis clairement personne. Mais je sais pas trop encore. Je sais pas, j'hésite un peu. J'avais envie un petit peu de me lancer un défi et peut-être qu'aux 1000 abonnés, je ferai mes vidéos à visage dévoilé. Je ne sais pas encore. Parce que ça m'intéresserait de faire un face cam avec soit un fond vert ou une petite déco stylée, avec des petits flambeaux, lumière tamisée, avec un petit foulard sur le front, ça peut être sympa et tout. Mais bon, je ne sais pas trop encore. Je me dis, si je dépasse les 1000 abonnés, allez, je dévoile mon visage. On verra bien. Feras-tu une vidéo de ton top des saisons de Survivor quand tu les auras regardées? Bien sûr que oui. Bien sûr que je vais faire ça. Mais j'attends de tout finir. Voilà, je suis actuellement à la saison 29. J'ai commencé, j'ai vu 4 épisodes ou 5 épisodes et c'est déjà plutôt pas mal. Hein. Il y a pas mal de blindside bien perfides. J'aime bien et j'avoue que ouais, pourquoi pas. J'aimerais bien faire une vidéo sur ça. Du coup, ça va être un peu plus compliqué que Koh-Lanta parce qu'il y a énormément de saisons. Il y en a 42 ou 43, je crois. Donc ça va être un peu compliqué de faire le classement, mais bien sûr que j'aimerais faire ça. De toute façon, il faut que je fasse une vidéo sur Survivor. Vous êtes beaucoup à me le demander et clairement, j'en ai envie. Donc ça va venir. Donc je pense que oui, dans les mois à venir, quand j'aurai enfin placé Survivor sur ma chaîne, oui, je vais faire un top saison. Ça me semble complètement évident. La question suivante, c'est aimes-tu Pékin Express et aimerais-tu faire une review de Pékin Express? Alors, Pékin Express, j'ai vu toutes les saisons. Par contre, j'avais commencé en 2013, parce qu'en 2013, il y avait eu le drame de Gérald Babin qui était décédé sur le tournage de Koh-Lanta. Et du coup, on a été un peu privé de Koh-Lanta pendant 1 an et demi, 2 ans. Alors, c'était très triste pour la famille, clairement, c'est ce qui est le plus important. Le terrible décès de Gérald Babin, c'est surtout ça qui est grave. Hein. Pas forcément que Koh-Lanta n'est plus diffusé. Mais j'avoue que j'étais un peu triste quand même que Koh-Lanta disparaisse. Je ne savais même pas si ça allait revenir. Enfin, on était tous dans le même cas. Et donc, du coup, à ce moment-là, Pékin Express commençait la nouvelle saison. C'était la saison avec Salim et Linda et les Corses, Julie et Denis, il me semble, c'était la finale, c'était ça. Oui, je vous spoil la saison de Pékin Express. Mais en tout cas, j'avais regardé cette saison parce qu'elle commençait à ce moment-là. Et je me suis dit, bon, bah, c'est pas Koh-Lanta, mais c'est un truc d'aventure. Voilà, ça sera mon pansement, on va dire. Et donc, du coup, j'ai plutôt aimé. Alors, moins que Koh-Lanta, parce qu'en plus, Koh-Lanta, j'ai grandi avec, comme je vous le disais, donc forcément, j'étais moins hystérique, mais j'ai quand même bien aimé. Et du coup, j'ai tout rattrapé avant. Je me suis procuré des saisons de façon tout à fait légale. Commencez pas à m'accuser. Et j'ai regardé de la saison 1 jusqu'à cette saison-là. C'était super sympa et depuis, bien sûr que je regarde tous les épisodes. Même la saison actuellement, là, avec les célébrités. Bon, c'est clairement pas la meilleure saison pour l'instant. Moi, déjà, quand il y a des célébrités, ça me saoule. Donc, je suis pas fan de ouf, mais bon, ça c'est bien regardé. Après, de là à faire des reviews sur Pékin Express, sur les chaînes de Clem Coco, comme Koh-Lanta. Je ne sais pas. Honnêtement, peut-être. Je verrai peut-être pas que je ferai plein de vidéos dessus. Peut-être une vidéo bilan sur ce que je pense de Pékin Express ou comparer Pékin Express à Koh-Lanta. Pourquoi pas. Voilà, je ne sais pas trop. Écoutez, j'y ai jamais trop pensé. Je sais que c'est pas forcément en plus l'émission favorite des fans de Koh-Lanta. C'est pas parce qu'on aime Koh-Lanta qu'on aime Pékin Express. Bon, quand même souvent, mais bon, je sais pas trop. J'hésite. Pourquoi pas, on verra bien dans les mois à venir. Surtout, je regarde beaucoup d'émissions de compétition. Moi, j'adore les compétitions, clairement. Il y a que les émissions de chant où je regarde pas. Je
style The Voice, The Voice Kids, la France Incroyable Talent, tout ça, ça m'intéresse pas trop. Et tout ce qui est compétition dans un domaine un peu sportif ou alors de compétences, je regarde. C'est-à-dire Pékin Express, je regarde Top Chef et tout, alors que je sais pas du tout cuisiner. Si je fais bien mes pâtes, je suis content. Mais je regarde Top Chef, je regarde même des fois Meilleur Pâtissier, alors que c'est très ambiance féerique, un peu gentil, tout mignon, mais je regarde quand même. J'ai pas vu toutes les saisons, mais je regarde un peu. Et j'ai même regardé, même sur Netflix, toutes les saisons de RuPaul Drag Race, alors que c'est un concours de drag queen. Ce qui est complètement pas du tout forcément mon univers, mais j'aime beaucoup les trucs de compétition. Faut pas comprendre. Mais bien sûr, Koh-Lanta numéro 1 dans mon cœur. Et Pékin Express, à voir peut-être sur ma chaîne un jour, je ne sais pas. J'y avais pas pensé. Pourquoi pas comparer Pékin Express à Koh-Lanta un jour? Je ne sais pas. J'ai même pensé à me lancer dans le visionnage de Amazing Race, une émission américaine qui est un peu comme Pékin Express. Je pense que clairement Pékin Express, c'est l'adaptation française de Amazing Race. Même s'il y avait eu une saison Amazing Race en France qui avait bidé complet, je crois sur D8 ou sur la 10, je sais plus. J'avais regardé. Je me souviens que j'avais regardé, je sais même qui c'est qui a gagné, j'ai le souvenir de ceux qui ont gagné. En tout cas, voilà, je sais pas trop. En tout cas, pourquoi pas, à réfléchir. Une nouvelle question un peu plus personnelle, qui concerne pas trop la chaîne, enfin un petit peu, mais surtout ma vie à moi, c'est quelle est ta profession, que fais-tu dans la vie, en quoi cela t'aide pour créer des vidéos et quelles études as-tu faites? Alors clairement ça fait 4 questions, mais vu que ça a rassemblé un petit peu le même sujet, j'ai tout mis. Et donc je travaille dans l'audiovisuel, mais dans l'audiovisuel pour le service public. Dans mes études, j'ai fait une école de cinéma à Nantes, où il y avait plusieurs facettes du métier, donc il y avait l'image avec les caméras, les lumières et tout ça, la post-production donc avec le montage, ou alors Photoshop, SFX, et également la production, tout ce qui est organisation de tournage, le casting, trouver les lieux, le repérage et tout ça. Et moi, j'étais dans la production. Donc, je gérais les castings, je gérais les plannings de tournage. Et après cette école, je suis parti à Paris pour travailler pour plusieurs émissions. Et donc, je gérais les castings de certaines émissions. Après quelques années à travailler sur Paris, à la Plaine Saint-Denis, là où il tourne d'ailleurs le plateau en direct de Koh-Lanta. Je l'ai vu, le plateau en direct de Koh-Lanta, de mes yeux. C'est aussi le plateau de Secret Story, pour vous dire. Et il y avait la maison de Secret Story d'ailleurs à côté. Mais je ne travaillais pas pour ces émissions. Et au bout de quelques années, il y avait beaucoup de pression en fait, même si sur le plateau on me dit c'est trop rigolo, trop d'ambiance, mais en fait juste le micro ou la lumière même mal faite, ça met une pression totale, parce que les producteurs et les présentateurs savent qu'il y a des millions de spectateurs qui regardent, donc c'est un peu la pression quand même. Je pense que faut s'accrocher un petit peu. Je comprends le Colin qui a eu du mal à parler sur le plateau parce que à mon avis c'est mis une pression folle, même si je n'aime pas les chocolats. En tout cas voilà, après quelques années à Paris pour travailler dans ce métier-là, je suis rentré à Bordeaux, j'ai eu une occasion de travailler dans l'audiovisuel pour le service public. Alors c'est moins attrayant, moins fou, mais en tout cas il y a beaucoup moins de pression. Je prends plus de temps pour moi. C'est vrai qu'à un certain âge, pour ceux qui n'ont pas encore la trentaine, vous allez voir, on a plus envie de prendre le temps pour soi et pas forcément pour sa vie professionnelle. Donc, j'avais une occasion, je l'ai prise, je l'ai saisie. Malgré tout, j'ai quand même beaucoup appris, que ce soit dans mes études et mes années à Paris. Vraiment, c'était top. Franchement, je regrette pas du tout. Honnêtement. Et par contre, si la production de Koh-Lanta m'écoute, j'aimerais adorer être responsable casting ou chargé casting, pas forcément responsable, calmons-nous, pour Koh-Lanta. Je sais que les places sont chères et que voilà, c'est un peu compliqué de faire son trou et en tout cas de trouver une place dans cet univers, mais ça aurait été ouf. J'aurais adoré en tout cas être chargé de casting pour Koh-Lanta, repérer des candidats. Parce que le casting de Koh-Lanta, je pense que beaucoup d'entre vous le savent, c'est hyper long parce qu'il y a le courrier certes à envoyer et après le casting dure plus d'1 an. Il y a énormément de casting, de tours. En fait, il y a le premier tour, c'est les courriers. Deuxième tour, c'est un appel téléphonique. Troisième tour, c'est très très long. Ça dure plus d'1 an. Donc, honnêtement, j'aurais adoré faire ça. Vraiment, j'aurais kiffé. Donc, peut-être un jour, écoutez, si quelqu'un de la production m'écoute, n'importe qui, n'hésitez pas à me demander mon CV. Je vous l'envoie. Il n'y a aucun problème. Là, je suis prêt à retourner à Paris. Clairement, parce que Koh-Lanta, it's my life. Donc, voilà, un peu mon univers professionnel. J'ai fait d'autres trucs avant. J'avais fait aussi le cours Florent à Paris, une école de théâtre un peu réputée, qui finalement... c'est juste le nom parce que honnêtement c'était pas foufou. Ceux qui veulent faire le cours Florent, réfléchissez bien, clairement. Puis voilà, c'était très sympa cette expérience à Paris, je regrette pas. Ça m'a permis de connaître un peu plus le monde du 7e art, le monde de l'audiovisuel. Et clairement, comme vous en doutez, ça m'aide un petit peu à faire mes montages. Alors clairement, mes montages, ils sont pas très visuels, puisque c'est surtout du podcast en fait que je fais. Mais ça m'a beaucoup aidé. Et je fais d'autres montages que Clem Coco. Je fais même des montages pour des week-ends personnels, comme vous avez vu quand j'avais parlé de mon Koh-Lanta IRL que j'aimerais faire. Vous avez vu les images, on se filme tout le temps. Et c'est souvent comme ça avec les week-ends. Et je fais souvent un montage avec des épisodes. Un petit truc à la télé-réalité, c'est plutôt sympa. Donc en tout cas,
voilà, ça m'a beaucoup aidé, même si j'étais en production et pas en post-production, on a quand même eu des cours de montage et SFX et autres. Donc ça m'a plutôt aidé pour faire pas mal de vidéos, en tout cas pour la chaîne Clem Coco. Nouvelle question concernant les vidéos, combien de temps cela te prend-il pour créer une vidéo? Combien de temps pour écrire le script et faire le montage? Et petit bonus, trafiques-tu ta voix ou ta voix est-elle réelle? Alors, le temps pour faire une vidéo, c'est assez impressionnant, c'est assez long, c'est entre 4 et 6 heures. Par exemple, pour faire une review, je prends mes notes pendant l'épisode, toutes les notes je les prends dans l'épisode, tac 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 tac, je note tout, je note vraiment tous les éléments, même s'il y a 1000 fautes, qu'il y a des mots oubliés, etc., je m'en fous, je note au maximum le plus rapidement possible, j'essaye de ne rien louper, et des fois je remets en arrière, je fais des pauses, parce que de toute façon il y a des pubs de 1 milliard d'années, donc on s'en moque. Et après l'épisode est terminé, je passe à l'enregistrement direct, parce que sinon je poste trop tard, et c'est un peu chiant, voilà, je préfère poster dès le lendemain, au moins c'est fait, et vous avez tous mes avis à chaud dès le lendemain. Je passe à l'enregistrement, ça prend une bonne heure, 1h30 quand même. C'est souvent quand je range toutes mes affaires avant de me coucher, il est déjà presque 1h30. Et puis même si je me couche tard, j'aime bien le faire direct après parce que c'est plus naturel, c'est plus à chaud en fait. Je donne directement mon avis, je regarde pas sur les réseaux sociaux ou sur les autres youtubeurs ce qu'ils en pensent pour m'influencer. Non, je veux vraiment que ce soit l'avis de Clem Coco. Même si parfois j'oublie des choses ou qu'il y a des fois je me trompe, je m'en moque. Je préfère que ce soit comme ça, surtout quand je parle, il y a beaucoup d'improvisation, je pense que vous l'entendez des fois, mais ça me permet quand même d'avoir un discours plutôt naturel. Donc je garde toujours cette directive de faire l'enregistrement de mes reviews directement après l'épisode, comme ça à chaud, direct, naturel. Et le lendemain, souvent je passe au montage et ça c'est la partie la plus longue. Après c'est selon mes activités professionnelles parce que c'est vrai que j'ai un travail quand même, donc c'est quand même la priorité. Donc honnêtement, oui, il y a des fois ça me prend vachement de temps, j'ai des pauses, je le fais pendant que je mange, je le fais en rentrant chez moi, je le fais par exemple le matin quand c'est plutôt calme, que je prends mon petit déjeuner, enfin je le fais au taquet, dès que j'ai du temps je le fais et ça peut me prendre jusqu'à 4 heures de faire le montage, ça dépend de la durée de la vidéo parce que honnêtement on pense que je fais que parler mais parfois voilà faut que j'enlève les respirations, ou les parasites de langage, les cafouillages parce que des fois je veux dire une phrase et puis je me trompe. En tout cas voilà, c'est un petit peu long en tout cas à nettoyer on va dire la vidéo. J'insiste pour enlever tous ces moments un petit peu de latence où on entend des silences, des respirations, tout ça parce que je veux un truc propre. Alors même si c'est pas la vidéo la plus incroyable, je veux que ce soit plutôt fluide et qu'on se tape pas des ou des hésitations sans limite. Pour les vidéos qui sont autres que review, je dirais que j'ai mis une petite heure à rédiger. Par exemple quand je veux faire un nouveau casting, voilà, je me pose devant mon ordi, je vais sur internet, je regarde tous les castings de toutes les saisons, je sélectionne, je fais une présélection et après voilà, c'est du feeling. Après quand je m'enregistre, j'ai des notes un peu bateau et puis après avec ces notes, je m'adapte, je parle, enfin voilà. On va dire que ça prend un peu moins de temps parce que l'enregistrement ça dure une petite heure normalement. Enfin, vous me direz la vidéo qui est hyper longue là de 2 heures où je donne mes tops et mes flops partie 2, l'enregistrement ça m'a mis 2h30. Donc en fait, ça dépend vraiment du sujet. Mais ça prend du temps quand même. Et dernière question, c'est ma voix. Je ne la trafique pas du tout. Voilà, c'est ma vraie voix. Je n'invente pas. Après, souvent quand on s'entend dans les vidéos, on est en mode mais c'est la voix que j'ai. Mais oui, c'est ma voix, je ne trafique pas. Je suis 100% naturel, pas de chirurgie vocale. Question suivante qui est financière, donc plutôt intéressante. Gagnes-tu un peu d'argent grâce à ta chaîne YouTube? Comment est calculé le revenu? Souhaites-tu vivre de Clem Coco? Alors non, malheureusement, je ne gagne pas d'argent. Pas encore. Je crois que je m'étais renseigné au tout début, quand j'avais même pas 100 abonnés, en mode comment ça se passe pour avoir de l'argent? Je crois qu'on peut prétendre toucher de l'argent à partir de 1000 abonnés. Donc c'est pas non plus inatteignable, mais il faut avoir une validation derrière de la chaîne YouTube, c'est ce que j'ai vu, parce que même si je fais une demande de YouTube en mode payez-moi s'il vous plaît, YouTube peut dire bah non, le contenu n'est pas intéressant ou le contenu ne vous appartient pas, ou par exemple si je mets un clip de Michael Jackson et qu'il y a 3 milliards de vues et que tous les fans de Michael Jackson me suivent, vu que je ne suis pas le créateur de la vidéo, je pense que YouTube me dit non, mais je sais pas, écoutez, je sais pas s'il validerait en tout cas ma chaîne, parce qu'il y a beaucoup de contenu de Koh Lanta, donc pas forcément le mien, certes c'est ma voix, certes c'est mon avis, mais bon, je sais pas, est-ce que par exemple la production pourrait très bien intervenir, parce que j'utilise leurs images, même si je signale toujours que les images appartiennent à Adventure Island Production et We Are BNIG. Mais bon, je sais pas si elle accepterait. Mais en tout cas, bien sûr que oui, j'aimerais en vivre. Ça me ferait bien plaisir, en tout cas, de faire que ça au quotidien, de faire des vidéos YouTube, que ce soit sur Koh Lanta ou autre. Pour de futures chaînes, je ne sais pas, ça tout dépendra du nombre d'abonnés que je pourrais avoir ou pas, parce que ça peut aussi ne pas être intéressant ce que je dis. Je n'ai pas parole d'évangile, je ne suis pas Woody Allen ou Alexandre Astier, je ne prétends pas l'être. Donc je ne sais pas, écoutez, peut-être un jour, on verra. Déjà, est-ce que je vais atteindre les 1000 abonnés un jour? Je ne sais pas, ce sera déjà mon premier but. On verra si la chaîne YouTube accepte. Et puis même, je pense que c'est quand même très difficile de vivre de YouTube. Il faut vraiment être un YouTuber hyper famous, hyper suivi, etc. Donc pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais en tout cas, pourquoi pas? Ça me ferait plaisir de vivre que de Clem Coco et de mes futures potentielles chaînes YouTube. Ça serait plutôt sympa. Question suivante. Participes-tu au jeu concours de TF1 pendant les pubs? Clairement, je crois que je l'ai fait une fois pendant le confinement. En plus, pire moment, parce que vu que tout le monde est chez soi, tout le monde a dû le faire.
Mais je ne participe pas non, aux jeux concours, que ce soit TF1 ou autre chaîne. Je me suis jamais posé la question en fait. Vraiment, je me suis jamais dit, c'est sûr, je vais réussir, machin, parce qu'en fait, c'est un tirage au sort. Certes, on répond bien aux questions, mais c'est un tirage au sort. Donc bon, j'ai jamais trop pensé. Après, qui ne tente rien à rien. Les millionnaires de l'euro-million, ils ont gagné parce qu'ils ont joué. Donc honnêtement, pourquoi pas, écoutez. C'est juste que je crois qu'il faut envoyer 1000 textos avant, enfin bon. Ça coûte un peu d'argent. Autant jouer carrément à l'euro-million et encore, même pas l'euro-million. Faut pas faire l'euro-million, faut faire le loto. L'euro-million, il y a quand même toute l'Europe. Donc il y a moins de chances. Même si les lots sont plus gros. Enfin voilà, c'est un petit conseil de la Française des Jeux. Mais en tout cas, voilà, non, je ne participe pas. Mais pas parce que je suis en mode non, mais parce que honnêtement, j'ai pas pensé. Et puis, j'ai peur en plus ce genre de truc que les gens se soient addicts et qu'ils dépensent toute leur thune et que c'est clairement fait pour ça. Alors, je pense qu'il y a des gens qui envoient des textos tout le temps. Donc écoutez, non, je n'y ai pas pensé. Et puis j'aurais trop peur de tomber dans l'addiction. Question sur le sport. Écoutez, un truc que j'adore. Pourquoi détestes-tu le foot? Quel sport aimes-tu regarder, pratiquer? Tes hobbies dans la vie? Alors, je déteste le foot tout simplement parce que je trouve ça lent à regarder. Il se passe pas grand-chose. Des fois, on se tape 2 heures de match et il y a eu 0-0. Ça me saoule. Je trouve pas ça intéressant. Je comprends, l'hystérie autour de ce sport. Et puis tant mieux, ça engrange pas mal de thunes pour notre pays quand on gagne. Donc, écoutez, je ne crache pas sur l'argent. Et puis, je suis très fier d'être français, donc il n'y a aucun souci. Mais effectivement, je ne regarde pas du tout le foot parce que je trouve qu'il se passe rien. C'est trop lent. Même par exemple, la Coupe du Monde 2018, je n'ai pas regardé un seul match alors qu'on a gagné. Donc, tant mieux pour les gens, tant mieux pour les fans de sport, je ne critique pas, j'ai un collègue qui est fan de rugby, c'est sa passion et je respecte, il n'y a aucun problème, mais moi ça m'intéresse pas du tout et en plus je trouve que les joueurs sont bien trop payés pour ce qu'ils font, c'est clairement du business pour du business, on va pas se cacher, et en plus la prochaine Coupe du Monde c'est au Qatar et ça c'est un petit peu honteux, sans ouvrir un débat énorme, je trouve ça vraiment scandaleux, étant donné que le Qatar, il y a beaucoup de lois hyper scandaleuses, donc je trouve ça un peu limite, et c'est clairement, histoire de thunes, c'est vraiment dégueulasse. Donc en tout cas voilà, le foot, je suis pas fan pour ces raisons. Surtout qu'en plus, la Coupe du Monde 98, j'avais donc 10 ans, enfin j'allais sur mes 10 ans, et c'était l'été donc 98, j'étais dans un camping, donc vous imaginez déjà un peu l'ambiance, et quand on a gagné, c'était l'hystérie totale. Alors clairement, même moi qui n'avais rien à faire, j'avais vu le match de la finale, j'étais hystérique, et j'étais fan de Fabien Barthez, je ne sais pas pour quelle raison, mais c'était le cas. J'avais même un collier avec le pendentif surf que Fabien Barthez avait. Enfin, il l'avait juste pour le shooting de la pub. Clairement, je pense qu'il ne le portait pas au quotidien. Mais en tout cas, j'étais fan de Fabien Barthez. Je ne connais pas les raisons, mais j'étais fan. Donc voilà, ça m'avait un peu traumatisé parce que les gens étaient hystériques et que voilà, c'était la folie. En plus, 2 ans plus tard, on avait gagné la Coupe d'Europe. Un peu traumatisé de tout ça. Donc non, le foot, ça m'embête, ça m'ennuie. Je m'ennuie clairement. Et en plus, pour préciser, je ne regarde aucun sport à la télévision, que ce soit Roland-Garros ou la Formule 1. Je ne regarde pas. Mon père était fan de Formule 1. Donc à l'époque, ça passait sur TF1 le dimanche. Quand j'étais ado, je me tapais ça. C'était vraiment super. Voilà, non, vraiment, ça m'intéresse pas. Le Tour de France, ça m'intéresse pas. Rien m'intéresse au niveau du sport, surtout à regarder. Après, je comprends tout à fait l'hystérie, il n'y a pas de problème. J'ai une petite passion basket quand j'étais gamin, quand j'étais allé voir Space Jam au cinéma. Quand j'avais 8 ans, j'étais passionné par Michael Jordan, clairement. J'ai très peu pratiqué de sport. Si le gamin, j'ai fait 1 an de karaté après avoir vu Mortal Kombat au cinéma. Je suis très influençable comme gamin quand même. Je vais voir un film sur le sport, je m'inscris à un club direct derrière. Bon, enfin bref, mais en tout cas, voilà, j'ai rarement pratiqué de sport. C'est peut-être pour ça que je serais nul dans la partie épreuve performance de Koh Lanta. Et c'est peut-être pour ça que ça ne passionne pas non plus dans Koh Lanta. Que pour moi, un candidat qui cartonne les épreuves, c'est pas forcément un aventurier de malade. Et au niveau des hobbies, alors clairement, c'est le cinéma. Quand j'étais gamin, cinéma à fond. C'est pour ça que j'ai fait une école de cinéma. J'aurais adoré travailler dans le monde du cinéma, je ne sais pas trop où, peut-être dans directeur de casting, agent de star. Un peu comme dans la série 10%. Donc ouais, beaucoup le cinéma, j'aime beaucoup le théâtre, je trouve ça très rigolo à faire et je trouve ça très rigolo à regarder. La danse aussi, alors je ne suis pas un grand danseur, mais je trouve ça sympa. On s'exprime avec le corps, c'est plutôt stylé, c'est pour ça que j'ai beaucoup défendu Mathéo dans le Totem Maudit. J'adore les voyages, j'ai beaucoup voyagé, alors pas non plus tous les ans, mais j'ai pas mal voyagé. Je suis allé dans presque tous les continents. Je suis allé en Australie, je suis allé plusieurs fois aux États-Unis, je suis allé au Mexique, je suis allé au Vietnam, en Indonésie, enfin vraiment je suis allé dans pas mal de pays. L'Europe, j'ai fait énormément de pays aussi. Et en fait, j'adore, voilà, je trouve ça super sympa. Ça fait longtemps que je suis pas parti en plus. Enfin, je suis parti au Portugal il y a 3 semaines, un truc comme ça. Mais voilà, ça reste quand même un pays très proche. Donc, c'est pas non plus le voyage le plus dépaysant de ma vie. Mais voilà, j'aime beaucoup voyager. Il faudrait peut-être que je voyage un peu plus d'ailleurs. Ouais, je vais peut-être m'organiser un voyage d'ici la fin de l'année. Vous m'avez donné envie, tiens. Donc, ouais, les voyages, j'adore ça. Et puis après, la famille, les amis, la fête. Voilà, j'aime bien être entouré. Je n'aime pas être trop seul, même si maintenant je regarde un peu Koh Lanta tout seul parce qu'il faut que je bosse. Mais en tout cas, voilà, j'adore
pas être entouré, je m'ennuie très vite si je suis tout seul. Donc clairement, cinéma, théâtre, voyage et amis. Quelle était ta matière préférée à l'école et ta matière détestée? Alors, ma matière préférée, c'était l'anglais. Même si au début, j'étais pas très fort, mais je trouve ça hyper intéressant. C'est une langue qui est plutôt facile à apprendre. Pas énormément de mots, la conjugaison est pas hyper folle, c'est pas hyper dur à suivre. Donc j'aime beaucoup. Et puis c'est vrai que très vite gamin, j'ai regardé des films en VO sous-titrés. Donc l'anglais, je suis plutôt doué. On me met par exemple à Londres ou à Dublin, je vais me débrouiller. Je suis pas bilingue, mais je vais me débrouiller. Donc j'ai très vite apprécié cette langue. En tout cas, j'ai des bonnes notes. Donc clairement, j'aimais bien. Et j'aimais beaucoup aussi l'histoire géo. Alors pas toutes les histoires, hein, parce que par exemple, moi, l'époque des chevaliers, je m'en fous. Mais je me rappelle de l'époque qui nous rapproche, comme la guerre froide ou les guerres mondiales, d'autres périodes assez proches de nous. Je trouve ça très intéressant. J'avais aussi des bonnes notes dans ces cours-là, donc c'était une de mes matières préférées. Après, je vous avoue que je préférais regarder des films chez moi qu'aller à l'école. Hein, je vais pas vous le cacher. Et mes matières détestées, c'était clairement les sciences, donc c'est-à-dire les maths. J'étais nul, mais nul en maths. Je ne sais même pas comment je faisais à l'époque où j'étais vendeur pour rendre la monnaie. Je ne sais pas. Calcul mental, je me débrouille, mais alors le reste, c'est une catastrophe. Et bien sûr, la physique-chimie, quel enfer en fait. Qu'est-ce que c'est que cette matière de merde? Clairement, je ne suis pas Marie Curie. Ça ne m'intéresse pas de savoir les composants de chaque produit, de chaque source chimique. Je m'en fous. Hein. Clairement, je m'en moque. Donc ouais, maths et physique-chimie, c'est un petit peu un enfer. SVT, ça allait. C'est pas non plus la folie, mais ça allait. C'est un peu plus intéressant pour moi. Mais alors, physique-chimie, un carnage, quoi. Je dois avoir 5 de moyenne. Rien à foutre des cumulus. Petite question personnelle, carrément, les gens se lâchent. Quand vas-tu rencontrer la femme ou l'homme de ta vie? Je ne vais pas m'étaler sur ma vie privée, mais en tout cas, je ne suis plus un cœur à prendre. Ah, ça fait une petite dizaine d'années, même une douzaine d'années que je suis en couple. Ça se passe très très bien. Donc écoutez, Clem Coco, tout va bien dans sa vie sentimentale. Ensuite, question assez atypique, pain au chocolat ou chocolatine? Alors, c'est un grand débat sur Internet depuis des années. Moi, je viens de Bordeaux. À la base, j'ai grandi à Bordeaux, après j'ai vécu à Angers, Nantes, enfin j'ai un peu bougé, un peu Paris aussi. Mais ce sera chocolatine. N'en déplaise aux rageux, ce sera chocolatine. Même quand j'ai vécu à Nantes, à Angers ou même un peu à Paris, je l'ai jamais perdu. J'ai toujours dit chocolatine. J'ai réussi à dire sac au lieu de poche et j'ai réussi à enlever le mot gavé parce que je le disais très souvent, je le disais gavé. Là, je le dis plus du tout. Mais par contre, chocolatine, c'est resté à vie. Donc, team chocolatine, Clem Coco et team chocolatine, je répète. Question encore plus atypique, un peu flippante aussi, mais c'est imagine tu participes à Koh Lanta. Tu te réveilles la nuit et tu pars en forêt pour faire un petit besoin pressant. Très bien. Soudainement, tu entends un bruit inquiétant. Tu vois au loin dans le noir complet la silhouette d'un homme très inquiétant et très menaçant. Il est armé. Il se dirige tout droit mais très lentement vers le camp des aventuriers. Que fais-tu pour sauver ta vie et celle des autres aventuriers? Alors clairement, la personne elle s'est enflammée. Moi déjà, je serais en panique. Je vous avoue que je serais tétanisé de base. Mais bon, toute ma tribu peut mourir. Même s'ils ont essayé de m'éliminer sûrement parce que je suis une babtou, je donnerais quand même tout pour sauver les autres. Mais à ma manière, je vous avoue que je pense que je vivrai le moment en fait. Je réagirai comme je pourrais. Mais là, sans être à chaud et en réfléchissant à la tête froide, honnêtement, je ne pourrais pas vivre en me disant que je n'ai rien fait pour les sauver. Donc tout dépend de la situation, mais j'essaierai d'aller plus vite que la personne qui marche très lentement, en mode le tueur dans Halloween, Michael Myers, il faut courir monsieur, mais de façon discrète. Voilà, j'essaierai d'être un petit peu ninja, une petite cat size pour essayer de prévenir tout le monde. Et à plusieurs, on sera peut-être plus fort que lui, même s'il a un couteau. Enfin, il est armé. Non, il est armé, ça se voit, il a un gun. On sait pas trop, mais en tout cas, on est plusieurs. Donc, je me dis, en groupe, l'union fait la force. Ensuite, question suivante. Quel est le style de musique de Clem Coco? Des petits sons en particulier qui peuvent bien montrer ton style? Alors, je vais avoir une réponse un peu bateau. C'est-à-dire que j'aime tous les styles musicaux. Vraiment tous. Il n'y a vraiment aucun style que j'aime pas, à part peut-être les chansons paillardes. On est d'accord. Mais vraiment, j'écoute de tout. Ça dépend de mon mood. Ça dépend, de la situation. Vraiment, je suis ouvert à tout. Je peux écouter de gros morceaux comme de grosses merdes musicales, hein, clairement. Il faut assumer. Voilà, j'aime un peu tout. Il y a une grosse période où je bouffais que des trucs commerciaux. Et puis en grandissant, voilà, en étant un peu plus adolescent, jeune adulte, j'ai commencé à être curieux. Je me suis un petit peu aventuré dans l'électro, un petit peu aventuré dans le bon rap. Je parle de celui des années 90-2000 et non celui d'aujourd'hui parce que ça fait vieux con ce que je veux dire. Mais les derniers morceaux de rap en mode hyper auto-tuné, it's not possible for me. Ça m'est déjà arrivé de danser dessus complètement bourré ou un mariage. Certes, je peux l'avouer, je pense qu'il y a des vidéos qui le prouvent, mais en tout cas, voilà, c'est moins mon truc que les anciens morceaux. Après, vraiment, je peux écouter tout, je peux écouter de la pop, je peux écouter du rock, je peux écouter n'importe quoi. Vraiment, je suis tout style. Pour citer des noms, je peux très bien écouter Imagine Dragon, comme Britney Spears, comme par exemple Daft Punk. Je suis vraiment complètement ouvert. Je peux aimer aussi les trucs moins connus. C'est vrai qu'au collège, par exemple, j'ai écouté beaucoup de petits groupes qui maintenant sont devenus des gros groupes, mais comme des groupes comme Babylon Circus, etc. Donc vraiment, j'ai tous les styles, j'aime tout, je suis curieux. Donc j'ai pas non plus de style défini ou de morceau défini, juste ma chanson préférée
préféré all time, c'est Bohemian Rhapsody de Queen. Ça fait un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai. J'aime beaucoup aussi Newborn de Muse, qui a un style un peu différent, même si on reste dans le rock. Et après, je peux aimer des chansons ultra commerciales et un peu, on va dire, entre guillemets, pouf, comme Toxic de Britney Spears ou Bad Romance de Lady Gaga, que je trouve superbe. J'ai adoré certains morceaux de Daft Punk comme Aerodynamic ou Harder, Better, Faster, Stronger. Enfin, vraiment, je suis très ouvert. J'adore aussi le groupe Prodigy. J'ai beaucoup aimé la chanson High Hopes de Pink Floyd. Donc, vous voyez, je suis assez ouvert. J'adore MC Solar aussi en rappeur. Je crois que c'est mon rappeur préféré. Donc, rappeur à l'ancienne. Donc, vraiment, je suis ouvert à tous les styles. Il n'y a aucun souci. Je peux écouter des dubs des années 90-2000 en soirée complètement bourrée. Comme je peux écouter de très grands morceaux. Même sous la douche, des fois, je peux écouter des morceaux de musique classique. Donc, vraiment, je suis très, très ouvert. J'ai pas de morceau qui me définit. Après, si je veux faire un top 3 comme ça, ce serait Bohemian Rhapsody de Queen, Newborn de Muse. Et en 3, je dirais peut-être Smack My Bitch Up de Prodigy. Vraiment, je suis très, très ouvert. Et je peux écouter de tout, tous les styles. Sauf les chansons paillardes, faut pas déconner. Et peut-être les musiques rap R&B d'aujourd'hui, vraiment hyper autotunées, c'est pas possible. Nouvelle question, c'est un rêve, une envie, un objectif, un fantasme, entre parenthèses, pas dans Koh Lanta, mais dans la vie de tous les jours. Alors écoutez, comme à peu près tout le monde, j'aimerais gagner à l'euro-million. Non, mais sans rire, j'aimerais assez bien gagner ma vie, pas forcément pour brasser de l'argent en mode Picsou, mais pour pouvoir faire ce que je veux, pouvoir voyager où je veux, pouvoir dire, tiens, j'ai envie de ça, j'ai envie de ce resto-là, j'ai envie de me faire plaisir pour ça, j'ai envie d'offrir des choses à mes proches, je le fais. Aujourd'hui, c'est pas forcément le cas, et voilà, je ne suis pas non plus la personne la plus pauvre de la Terre, donc je me plains pas. Et je veux dire, j'aimerais bien gagner assez d'argent pour être confortable et pour pouvoir faire plaisir à mes proches, mais surtout, j'aimerais pouvoir faire ce que j'aime au quotidien, c'est-à-dire faire des films, aider des jeunes acteurs, être un peu producteur en fait de cinéma, ça serait stylé, ça serait très sympa. Ça ne se fait pas comme ça, il faut vraiment être déterminé, surtout que maintenant je vis à Bordeaux, donc c'est encore plus bouché que Paris. Mais ce serait une envie, pourquoi pas, et vraiment je persiste. S'il y a quelqu'un de la production de Koh Lanta qui écoute, je serais ravi de travailler dans le casting de Koh Lanta ou travailler dans Koh Lanta en général, partir sur le tournage, faire la nounou des candidats, ça me dérangerait pas non plus, mais vraiment travailler dans la production, ça me plairait vraiment beaucoup, à petite ou grande échelle, je ne sais pas encore. Est-ce que je le ferai un jour, je ne sais pas. Déjà là où je suis, c'est déjà très bien, je ne me plains pas. Je suis déjà très confortable et je fais un peu ce que j'aime, donc c'est déjà pas mal. Mais j'aimerais pouvoir faire quelque chose que j'aime dans ma vie, c'est-à-dire dans la production du cinéma ou autre, ou de l'audiovisuel, mais aussi avoir assez d'argent pour pouvoir faire ce que je veux et aussi, pourquoi pas, voyager dans le monde entier encore plus, ce serait top. Enfin, voilà, un peu vivre de ce que j'aime et faire profiter mes... Et dernière question sur la thématique de ma vie privée, en fait de moi et de ma chaîne. As-tu rencontré des candidats et connais-tu des aventuriers ? Alors, je n'ai jamais rencontré de candidat de Koh Lanta, jamais. Mais je connaissais bien Alix de Koh Lanta les 4 Terres avant Koh Lanta. Pour vous raconter l'histoire de version courte, c'est qu'en fait, à Bordeaux, j'avais une amie qui est partie vivre à Marseille. Et sa petite sœur, qui est née en 1992, donc elle a l'âge à peu près d'Alix, s'est retrouvée dans la classe d'Alix, d'une certaine Alix, parce qu'avant, elle n'était que Alix Noblat de Marseille. Voilà, calmons-nous, c'était une petite lycéenne. Et forcément, quand j'allais la voir à Marseille, on faisait des petits week-ends, on faisait des petites soirées d'ados en buvant des sodas, des Oasis, calmons-nous, hein, on était jeunes. Et une fois, la sœur de cette amie a invité sa copine Alix, et donc Alix a débarqué. Donc j'ai vu cette jeune fille, alors qui n'était pas du tout boulotte. Alors je sais pas pourquoi dans son portrait elle dit qu'elle était boulotte. Peut-être qu'elle était boulotte un peu plus tard, quand elle était un peu plus jeune adulte. En tout cas, je la trouvais très mince. J'étais un peu surpris qu'elle dise boulotte dans son portrait. Et cette petite nana qui était ultra pétillante, beaucoup d'énergie à donner. Donc ça m'étonne pas qu'elle ait fini chez les pompiers et ultra sportive, parce qu'elle avait beaucoup d'énergie, je me souviens de ça. Elle parlait beaucoup. Alors c'est très surprenant quand on voit Alix dans Koh Lanta, on a l'impression que c'est Terminator et qu'elle parle pas beaucoup. Elle parlait énormément. Elle avait vraiment de la rage, mais positivement, pas négativement. Elle était vraiment pleine de vie. Elle était très colorée. Elle avait, je me rappelle, des pantalons slim, un peu toutes les couleurs. C'était vraiment pas la Alix qu'on connaît. Elle était plutôt pétillante, rigolote. Je dis pas que la nouvelle Alix est pas pétillante et rigolote, mais c'est une guerrière, la Alix de Koh Lanta. C'est pas la petite nana un peu kawaii, fan de tectonique. Donc c'est vrai qu'elle avait une petite personnalité. Elle était très sympathique. Et ensuite, cette amie de Marseille est venue vivre à Bordeaux. On a fait une colocation. Et sa sœur, qui vivait plus à Marseille, mais à Angers, oui, tout le monde déménage, a profité des vacances scolaires pour venir nous voir. Et elle était accompagnée de sa copine de Marseille, donc Alix. Et donc Alix a dormi chez moi pendant une dizaine de jours sur Bordeaux. J'ai des photos d'elle en plus. Bon, je les sortirai pas, ben me demander, elles resteront sur mon disque dur. Et j'ai des photos d'elle de soirée avec nous à Bordeaux. Très rigolo, très sympa. Et ensuite, mon ami de Marseille avec qui j'avais fait coloc, on s'est un peu perdu de vue. Et Alix aussi. Et je pense que même Alix avec ses copines de Marseille qu'on avait en commun, elles se sont un peu perdues
de vue. Donc voilà, le temps et la vie a fait que on s'est tous un peu perdus de vue, sans être en colère ni rien. Mais en tout cas, voilà. Et je vous avoue que quand j'ai regardé les portraits en 2020 des 4 terres sur mon ordinateur et que d'un coup, il y a une nana qui arrive qui m'appelle Alix, je viens de Marseille, enfin, elle vient pas de Marseille dans sa vidéo, elle vient de je sais plus où, et que j'ai vu sa tête, elle me dit quelque chose. Et au moment où elle dit, avant j'étais boulotte, et on voit une photo d'elle jeune, mais j'étais sous le choc. Vraiment, j'ai fait pause, je me suis levé et j'étais choqué, mais vraiment. Et donc par la suite, je me suis pas retenu, j'ai pas pu m'en empêcher. Je lui ai écrit sur Instagram en disant Alix, tu te rappelles de moi quand on était à Marseille, tes 2 potes, gna gna gna. Elle se rappelait de moi. Donc elle m'a écrit trop de souvenirs et tout, trop sympa. Vraiment hyper sympathique. On a discuté très vite fait, calmons-nous, parce qu'on n'a jamais non plus été meilleurs amis. On a été amis contact à travers des amis communs. Mais en tout cas, voilà, c'était très sympa qu'elle se souvienne de moi déjà. Et on a un petit peu discuté très vite fait. Après, elle a fait les 4 terres, je l'ai laissé tranquille, j'allais pas la harceler, faut pas déconner, ça faisait 10 ans que je lui avais pas parlé, donc ça faisait un peu le mec qui graissait l'amitié. Et par la suite, elle a fait la légende, et figurez-vous qu'elle m'a unfollow sur Instagram après la légende. Eh ben, j'étais un petit peu déçu. Non, je rigole, normal, elle commence à avoir une petite notoriété, on n'est pas potes du tout, elle me doit rien, donc il n'y a pas de souci, je suis pas du tout vexé. Mais en tout cas, voilà, juste pour dire qu'Alix, c'était une fille très pétillante, je pense qu'elle l'est toujours, c'est juste les montages qui font un peu d'elle la guerrière Terminator qui veut tout casser. Et je trouve que malgré tout, c'est une bonne candidate, même si dans les 4 terres, elle était clairement pas dans mes favoris. Donc à quel point j'essaie de rester quand même objectif en disant non, c'est ma petite chouchou parce que je la connais. Non, c'était Alexandra ma chouchou et puis c'est tout. En tout cas, voilà, très sympa Alix. Et puis aussi, petite anecdote, j'avais écrit à pas mal de personnalités pour le mariage de mes amis qui sont mariés il y a pas longtemps là. J'avais organisé leur VJF, je sais pas si vous vous souvenez, en revanche j'étais un peu absent pendant quelques jours parce que j'étais à le VJF. Enfin bref, et j'avais contacté pas mal de célébrités pour qu'ils fassent un petit message vidéo pour les filles. Ça a vachement bien marché, J'avais eu une 40aine de people. J'avais eu des gens comme Stéphane Rothenberg, Camille Combal, Jarry, et des personnalités un peu moins importantes comme des candidats de télé-réalité et dont certains candidats de Koh Lanta. Effectivement, Lou de la saison 16, Nicolas de Thaïlande, Fouzi et Jean-Charles du Totem Maudit, Cyril et Aurélien la Guerre des Chefs, Arnaud et Jonathan des Armes Secrètes, Aurélie du Vietnam et Guénel m'avaient tous répondu positivement, ils avaient tous fait la vidéo, sauf Guénel qui m'a carrément fait un dessin, un croquis des 2 mariés avec leur chat et tout, trop sympa. Elle me l'a envoyé par mail et tout, hyper sympa. Donc clairement, Lou, Nicolas, Fouzi, Jean-Charles, Cyril, Arnaud, Jonathan, Aurélien, Guénel et Aurélie, je vous kiffe, vous avez été adorables, merci beaucoup. Eux passent à la thématique suivante qui est donc Koh Lanta. C'est un peu pour ça qu'on fait un peu la foire aux questions. J'ai assez parlé de moi, stop. Et donc la première question sur Koh Lanta, c'est préfères-tu le sport, la stratégie, la survie ou le social? Donc clairement là, on me demande de choisir quel est le S des 4 S qui m'intéresse le plus. Alors, il y en a 2 vraiment que j'adore, mais si je vais choisir, ce serait le social. Le social, vraiment, je kiffe ça. Parce que les candidats qui excellent souvent dans ce domaine, c'est souvent mes préférés. C'est souvent ceux que je trouve le plus attachant. On s'imagine bien faire l'aventure avec eux. On se dit, ça peut être trop la base avec eux, on veut trop rigoler, etc. Et en plus, le social peut amener vraiment loin, comme par exemple Amel de Koh Lanta saison 2, qui était vraiment pas une aventurière de malade, mais qui avait un social de ouf. Elle allait jusqu'au bout. Je pense que Bertrand Camel, s'il n'avait pas perdu l'épreuve éliminatoire, il serait allé super loin grâce à son social. Loïc, il avait un social de ouf, il est allé super loin. Honnêtement, le social, ça peut amener très très loin. Un peu comme Siri dans Survivor. Si vous regardez pas Survivor, n'hésitez pas à regarder. Mais en tout cas, il y a une candidate qui s'appelle Siri, et c'est clairement le social, sa plus grosse force. Et à chaque fois, elle va super loin, quoi. Donc, honnêtement, le social peut amener loin. Mais il faut quand même toujours saupoudrer son social de stratégie, qui est le 2e S que j'aime beaucoup aussi. Et surtout qu'en plus, pour moi, c'est le S le plus important. Faut voter, certes, mais faut voter avec sa tête et pas avec son cœur. Mais en même temps, faut aussi se faire apprécier du jury. C'est quand même des candidats que tu as sortis. Donc, c'est vraiment compliqué à gérer, la stratégie. Si on est bon en stratégie, on peut aller très très loin. En tout cas, c'est une partie du jeu que j'aime suivre. Si je vais choisir, ce serait quand même le social, ma facette préférée. Mais la stratégie est vraiment pas loin. Tout ce qui est sport et survie, Le sport, moi je m'en moque, des gens qui ont fait 1000 victoires, les Claude et Théora, tout ça. Je les trouve pas attachants, ça m'intéresse pas. Et la survie, c'est bien, les cabanes, la pêche et tout, c'est cool, c'est un peu le concept à la base. Mais c'est vraiment pas des facettes qui m'intéressent. C'est un peu surprenant parce que c'est quand même une mission de survie. Mais voilà, moi je préfère le côté social et surtout la stratégie. Mais ce serait le social quand même en tête. Ensuite, on me demande mon twist préféré de Koh Lanta et ma mécanique préférée. Tout ce qui est ambassadeur, binôme, vote noir, etc. Alors mon twist préféré, ce serait sûrement les binômes, qui n'existent pas dans Survivor. En tout cas, je suis à la saison 29, il n'y a toujours pas eu ce concept. Donc, je ne sais pas d'où ça vient, si c'est la version française qui l'a inventé, mais en tout cas, plutôt stylé, parce que c'est vraiment le moment où le jeu peut basculer et que toutes les cartes sont redistribuées. C'est vraiment un moment très intensif, je trouve, dans la saison. Même si parfois, voilà, ça peut faire sortir des gens que j'aime, et ça m'agace, mais bon, ça peut arriver. Mais c'est souvent dans cet épisode qu'il se passe des trucs assez surprenants. On se souvient de Théora et Charlotte qui sortent avec 2 colliers. On se souvient de Maud et Cyril qui se retrouvent encore ensemble. Clairement, c'est des targets, mais ils gagnent les mini.
immunité. On a souvent des surprises, hein, donc c'est plutôt sympa. D'ailleurs, c'est dans cet épisode où Alex avait été éliminé avec Laurent, le prof d'histoire géo. Et vraiment, c'est un épisode que j'aime bien parce qu'il y a plein de surprises. C'est un twist que je trouve plutôt sympa. Et j'aime aussi beaucoup le vote noir, un peu moins, mais je l'aime quand même parce que ça, voilà, super sympa d'avoir un vote en plus. Ça peut faire basculer la situation, c'est déjà arrivé. Même le premier conseil avec le vote noir, c'était Lisa. C'est Lisa qui a voté pour la première fois avec le vote noir. Elle a voté à chaud et elle avait voté Catherine. Et au conseil suivant, Catherine a viré à un vote près, donc le vote noir de Lisa. Donc ça peut faire basculer les votes, l'aventure, c'est plutôt sympa. Et je préfère même quand ils votent à chaud, juste après l'élimination, parce qu'ils votent vraiment dans la frustration, donc pas forcément réfléchi. Et ça peut créer un petit peu le bazar, même si c'est intéressant maintenant d'avoir un vote en plus, d'avoir 2 votes, et du coup faire plus de stratégie. Mais j'aime bien le vote à chaud, c'est plutôt stylé. Ensuite, quel est le meilleur move stratégique de l'histoire du jeu pour toi et le pire aussi si tu arrives à trouver? Alors, j'ai trouvé. Le pire move, qui pour moi est vraiment un pas bon move, mais d'abord le meilleur move. Alors je sais pas si c'est le meilleur move, mais en tout cas c'est celui que j'ai le plus aimé, c'est la trahison de Maud dans la revanche des héros contre Francis, Maud de la saison 2. Alors au début quand elle l'a fait, alors clairement j'avais la mâchoire tellement ouverte, tellement que j'étais choqué, je me suis dit au départ, c'est pas forcément le meilleur choix, t'es en train de tirer une balle dans le pied Maud, peut-être que si t'étais resté avec ta stratégie, tu serais allé plus loin, gna gna gna. Mais finalement en fait elle a bien fait, parce que déjà elle est allée jusqu'au poteau, donc honnêtement elle a bien fait, on voit bien que ça a réussi pour elle, mais c'est surtout que oui, une fois qu'elle a viré toute la bande de Claude, Kumba, Patrick et tout, elle se retrouvait face à tous ses détracteurs, en fait tous ses rivaux, c'est-à-dire Moussa, Freddy, enfin des gens qu'on avait rien à faire d'elle, elle aurait sauté direct, alors que là on voit bien que ça fout un peu le bordel et qu'elle peut passer entre les mailles du filet, donc elle a bien fait. Je trouvais que c'était vraiment choc, pendant tout l'épisode ils mettent le suspense, bon on se doute qu'elle peut vraiment le faire, j'y croyais, après je me disais c'est la douce Mode, elle est toute gentille, elle va pas le faire, elle le fait, tellement perfide, j'ai trop kiffé. Surtout qu'honnêtement, si elle gagnait les poteaux, elle avait peut-être, je dis bien peut-être, des chances de gagner face à Claude. Parce que Claude était tellement détesté. Mais en même temps, elle était aussi beaucoup détestée. Donc je ne sais pas, mais en tout cas, elle aurait pu gagner. D'ailleurs, chapeau à Claude qui a préféré choisir Bertrand que Maud pour le mérite, apparemment. Le mérite, le fameux mérite, comme dirait Maxime. Mais en tout cas, je trouve qu'elle avait bien joué et que c'était un petit blindside vraiment sympa. En parlant de blindside, je vais citer aussi celui de Jeff par Chantal et Bruno. Alors, le premier blindside par Cédric était sympa, mais on s'y attendait grave. Mais alors, celui par Chantal et Bruno, c'était tellement perfide, j'ai tellement kiffé. Mais en même temps, franchement, ils ont bien fait. Sans ça, Chantal aurait été dans le F5 et pas en finale, donc clairement, ça m'aurait saoulé. Donc voilà, j'avais bien kiffé ce blindside aussi. En plus, Jeff, il avait pété un câble comme d'hab, il avait fait du cinéma. Pour moi, c'est quand même Maud Garnier qui sort Francis, c'était la base. Et ensuite, je dirais Jeff, son blindside par Chantal et Bruno. Et pour le pire, ça va être surprenant parce que c'est un candidat que j'aime beaucoup et c'est une saison récente, c'est Vincent qui sort Shanice. Alors j'avoue sur le coup j'ai trop kiffé, même si j'aime bien Shanice, parce que au moins mon petit Vincent faisait un move, mais honnêtement il a fait un move un peu pourri parce que c'était trop rapide, c'était trop tôt. On se dit que finalement il a pas une vision du jeu assez incroyable, alors que s'il avait éliminé Laure comme Shanice avait demandé, il aurait pu éliminer un autre rouge style Arnaud ou Jonathan, et une fois que les rouges étaient plus beaucoup, il aurait pu s'allier avec eux, avec Lucie, avec Laetitia, et éliminer tout ce qui est Myriam, Thomas, Shanice à ce moment-là. Voilà, c'est un peu dommage, il s'est foutu une balle dans le pied, et du coup il est sorti au binôme avec Laetitia. Laure et Maxine n'ont pas hésité à le sortir, parce que c'est de vrais stratèges, ils ont eu raison, hein. Résultat, Vincent a quand même voté Maxine au lieu de Lucie. Donc honnêtement, ouais, pour moi c'était pas un très bon move, peut-être pas le pire, mais en tout cas c'est celui qui m'a le plus marqué récemment. Question suivante, penses-tu que la stratégie est délaissée dans Koh Lanta et que c'est pour ça que les audiences baissent? Alors moi je pense que les audiences baissent pas pour cette raison. Alors les audiences baissent clairement, quand je vois les chiffres aujourd'hui je suis en mode what? Bon, maintenant, ils comptent les replays, parce que des fois, il y a plus de 1 ou 2 millions de replays. Ok, et je dis, c'est catastrophique quand même, mais je trouve que la stratégie est quand même bien présente, donc c'est pour ça que c'est pas la raison. C'est une autre raison pour moi. Parce qu'on a François et Ambre dans le Totem Maudit, on a également Laure et Maxine dans les Armes Secrètes, Lola Angélique dans les 4 terres. Il y a quand même des stratégies, il y a quand même des moves, on va pas se mentir, donc je pense pas que ce soit à cause de ça. Moi, je pense qu'il fait baisser les audiences, c'est le jour de diffusion. Clairement, je pense que ça joue le mardi, ça dure trop longtemps, les gens sont fatigués. C'est pour ça que Pékin Express et Top Chef, ils font pas plus de 4 millions, parce que les gens sont fatigués, ils veulent dormir le soir, ils travaillent toute la journée, stop quoi. Et les interventions de la prod, ça joue beaucoup aussi. Je pense que les gens en ont vraiment ras-le-bol que la production détermine tout, elle fait un peu ce qu'elle veut, toi t'auras un bracelet, toi t'auras un collier, toi tu fais ci. Ça les dérange de plus en plus, hein. Et puis moi aussi, moi le premier, je trouve que ça gâche un peu le naturel et un peu le suspense, et puis certains candidats se retrouvent à être éliminés alors qu'ils étaient dans une stratégie de ouf. Donc ouais, je pense que ça joue aussi, et bien sûr les pubs qui sont vraiment trop longues, mais vraiment, c'est-à-dire que j'ai des potes, des fois ils m'ont dit ah non mais moi pendant la pub de Koh Lanta, mais j'ai fait ma lessive, j'ai changé les tiers du chat, j'ai fait la vaisselle, je me suis douché, j'ai fait une sieste, enfin beaucoup trop. Je pense que ces 3 facteurs de jour de diffusion, intervention de la prod et les pubs, ça joue vraiment dans les audiences. Tu préfères Koh Lanta ou Survivor? Alors, je vais dire sans hésiter
Koh Lanta, parce que Koh Lanta, toujours dans mon cœur, j'ai grandi avec. Je connais toutes les saisons par cœur. Bon, il y a des trucs que j'ai oubliés, hein. Même vous, des fois, vous me reprenez. Et vous avez bien raison, hein, faites-le. Parce que faut pas que les conneries restent dans mes vidéos de all time. Mais je connais beaucoup les saisons, je les ai vues plusieurs fois. Franchement, Koh Lanta, c'est trop ma vie. Quand j'étais gamin, j'étais hystérique les étés à attendre toute la semaine pour le prochain épisode. Alors qu'en plus, le prochain épisode, on savait très bien que c'est lui qui allait sortir, il y avait zéro surprise. Mais on était hystérique. Voilà, moi, c'était vraiment addictif. Je pensais qu'à ça. Honnêtement, c'était ma vie l'été. Même souvent, au début septembre, quand je voyais que c'était fini, j'étais en dépression. J'avais enregistré le générique sur mon... C'était pas un MP3, c'était un lecteur de mini-disque. J'avais enregistré le générique en hystérique, je l'écoutais, j'étais en mode... J'étais à fond total, mais c'était un truc de malade. Hein. Je pense que mes potes, ils devaient dire, mais calme-toi avec ton Koh Lanta. Mais je pense que tous les gens qui me connaissent, ils savent que Koh Lanta, c'est ma vie. Hein. Donc vraiment, Koh Lanta... subjectivement, mais maintenant que je regarde Survivor, j'ai quand même regardé 29 saisons en l'espace d'un an et demi, ce qui est rapide hein, quand même, même en un an et demi, je sais pas combien de temps j'ai mis. Enfin bref, je vais dire 1 an et demi pour faire juste milieu, mais c'est ultra addictif. C'est-à-dire même les premières saisons où tout le monde dit « Ah, c'est un peu nul ». Il y a même un passage à vide de la saison 21 à la 24 où tout le monde dit « Ah, c'est nul et tout ». Ouais, c'était pas ouf, mais j'ai quand même enchaîné en fait, tellement que c'était bien. C'est hyper court en fait, c'est 45 minutes d'épisode comme une série lambda, comme, je sais pas, une série comme Lost ou Desperate qui dure 45 minutes, mais là c'est pareil. Donc ça se regarde super vite, il y a qu'une dizaine d'épisodes par saison, on va dire une douzaine, 13, 14 grand maxi. Donc ça va super vite. Et honnêtement, je me dis que si j'avais connu Survivor en même temps que Koh Lanta, j'aurais peut-être préféré Survivor parce qu'il y a tellement de coups stratégiques hyper vite, il y a tellement de twists hyper rapidement dès les premières saisons. Genre le collier, ça arrivait hyper vite par rapport à nous que je me dis, Koh Lanta, ça fait un peu Survivor papy quoi, Survivor du pauvre quoi. Alors j'adore Koh Lanta et jamais je clasherai cette émission, je l'adore de ouf. Le jour où elle va être annulée, clairement je serai en dépression. Si genre le présentateur déjà, je serai un peu triste, mais honnêtement Survivor c'est plus addictif et vraiment. Si j'avais connu les deux en même temps, je pense que j'aurais préféré Survivor. Mais Koh Lanta, toujours dans mon cœur. Denis, Koh Lanta, toujours dans mon cœur. Ensuite, nouvelle question sur Koh Lanta, qui est le candidat le plus sous-coté de Koh Lanta. Alors honnêtement, il y en a beaucoup, donc je vais tous vous les citer, ceux que je trouve sur-cotés, et je vais en oublier, hein, c'est sûr. Mais pour moi, l'avis de Clem Coco, ce sera celui-là. Mais je dirais un candidat dont on parle jamais, et c'est pour ça que je vais le citer en numéro 1, parce que ça m'énerve qu'on n'en parle jamais de ce candidat. C'est Alban de Koh Lanta Panama. Koh Lanta 4 avec Romuald, Raphaël, Linda et Philippe. On n'en parle jamais. Jamais. Alors que c'est un candidat plutôt sympa, super bon social, un petit peu stratégique, et bon dans les épreuves. Bon, il s'est perdu vers la fin et j'étais très triste, mais ça m'énerve en fait qu'on n'en parle jamais. Donc je le mets numéro 1, mais il n'y a pas que lui. En effet, il y a Alexis, le stratège de la saison 5 qui est top. On a Romain de la saison 1 qui était super sympa aussi, super sportif, stratégique avec Guénaël, c'était un peu son bras droit et il y avait Patricia aussi. J'ai pas compris pourquoi on l'oublie comme ça. En plus, lui, il a envie de revenir dans Koh Lanta, la prod elle s'en fout. Très bien, pas de problème. J'aimais beaucoup aussi Jimmy de la saison 2, on n'en parle jamais. Alors, il est parti assez tôt, hein, il est parti dès le premier conseil de la réunification, mais il était plutôt sympa. Je pense qu'il aurait pu faire des trucs de ouf en individuel. Sophie aussi, de la même saison qu'Alban, de Panama. Je sais pas pourquoi on n'en parle pas plus d'elle, alors que clairement, elle était top. Alors, elle était un peu perfide avec Sabira et Linda. Certes, mais elle était bonne dans les épreuves, souvent deuxième, juste derrière Raphaël ou d'autres candidats. C'était une bonne candidate, je comprends pas pourquoi on n'en parle pas plus. Alors j'adorais aussi, sous-côté, le mettre dans cette catégorie, c'est un peu limite, mais Mika de la saison 6 qui s'est fait éliminer juste avant la réunification, il était top dans les épreuves, il avait de la répartie, il se clashait pas mal avec Nathalie, enfin il était là, on n'en parle jamais. Eric, Simon et Marilyn de la saison 7, on n'en parle jamais, à Eric un peu plus. C'est vrai qu'Eric il est plutôt respecté, mais les deux autres, Simon et Marilyn, on en mode ouais, on a foutre. Alors qu'ils sont top quoi. Au niveau du social, ils sont ouf. Franchement, ils sont trop attachants. Moi, je les adore de ouf. C'est mes préférés de la saison avec Eric et peut-être Philomène, même si tout le monde dit que Philomène est une rageuse. Qui n'est pas totalement faux. Mais honnêtement, pourquoi on ne parle pas plus de Simon et Marilyn? C'est insupportable. Ensuite, Hakim aussi. Hakim, ok, il est perdu à mettre. J'ai voté Charlène. Non, c'est pas Charlène. Charline. Non, c'est Charlène. Carline. Non, c'est Charlène. Coralie. Non, mais... Moi, il me faisait beaucoup rire, mais en plus, il était bon dans les épreuves, il a fait des coups stratégiques, il a retourné sa veste, enfin, moi je trouve qu'on n'en parle pas assez. Alexandre de la saison 9, on n'en parle jamais non plus, alors qu'il s'est quand même fait foudroyer par Isabelle, et après il s'est pris une poutre dans le nez, il s'est pété le nez, ça dérange personne, mais honnêtement, je pense qu'en individuel, il aurait pu faire des trucs de malade, donc on n'en parle jamais. Aurélie Abdella de la saison 10 du Vietnam, on n'en parle jamais. Alors qu'en plus Aurélie elle est trop gentille, m'a fait une vidéo pour mes copines, donc trop sympa. Et Abdella, j'ai jamais revenu. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'a énervé. Thierry et Myriam de la saison 12,
pareil, on n'en parle jamais alors qu'ils sont allés super loin, qu'ils étaient top, ils ont fait des coups stratégiques. Thierry, il a fait un super blindside avec son collier. Il y a des gens, ils font des blindsides avec des colliers, t'es en mode ah, c'est trop la base, ils ont trop déchiré sa mère. Lui, il fait un blindside sans prévenir Myriam alors que c'est son binôme, elle l'apprend sur le conseil, elle est choquée et on n'en parle pas. Ok. Bruno de la saison 14 de Johor, on parle de Marc et Chantal. Alors Chantal, tant mieux, je l'adore. Mais Bruno, c'est la base quand même. Et il est limite aussi complet que Marc. En fait, je pense qu'il y a même un duel parce que Bruno contre Marc au jury final, c'est Bruno qui gagne. Donc voilà, ça m'agace. Et il y en a d'autres comme Nicolas de la saison 15 au Thaïlande, on n'en parle jamais. Il est jamais revenu. Lo de la saison 16, on m'a même dit à un moment, mais pourquoi tu l'aimes bien? Mais parce qu'il est super sympa, super fort. Et en plus, il m'a fait la vidéo aussi. Donc je l'aime beaucoup. Et Magali de la saison 18, clairement, on parle de Mélanie, Tiffany, André, mais personne parle de Magali, alors qu'elle a trop la rage, elle est super forte. Bon, elle n'a pas un social de ouf, on est d'accord, mais bon. Voilà, mais je mettrais quand même Alban de Panama en tête, parce que vraiment c'est celui dont on parle le moins, alors qu'il fait des performances de ouf, que ce soit en social, stratégique ou épreuve. Donc voilà, je le mets numéro 1, ça m'énerve, et voilà, je suis colère. Vous m'avez mis colère, voilà. Ensuite, question assez classique, mais plutôt intéressante quand même. Quels sont tes candidats préférés et détestés de Koh Lanta? Alors, avant de répondre, je préfère vous dire que j'aimerais faire un top 100 de mes candidats préférés, comme les tops objectifs et celui des fans que j'avais fait avec des extraits vidéo dans les prochains mois. J'aimerais bien faire ce gros montage. Donc, pour garder la surprise, je vais pas vous donner un classement. Je vais vous juste citer des noms que j'aime bien. Donc, vous vous doutez que du coup, ils seront dans le top 100. Hein. Mais je vais pas tout dévoiler. Je vais être un petit peu surprise. Et dans mes favoris, je retiendrai comme nom des gens dont vous avez entendu parler. Bruno et Chantal, que j'adore. Romuald aussi, le gagnant de la revanche des héros, je le trouve top. Alexis, donc de la saison 5, que j'aime beaucoup. Candice, dont j'ai parlé dans La Légende, que je trouve super. Alexandra des Quatre Terres, vous savez très bien que je l'adore, donc forcément elle y figurera. Vincent, le rugbyman de Cambodge, que je trouve top de début à la fin. Je suis très surpris qu'il soit pas revenu. Il y a aussi Hélène, de la saison 3, que je trouve top. C'est la meilleure aventure pour moi de la saison, même si beaucoup d'entre vous ont parlé de Tony, mais moi c'est Hélène. Et également Maud Garnier de la saison 2, ou même Cyril et Maud, de La Guerre des Chefs, que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est un petit peu le noyau de candidats que j'aime beaucoup. Je vous dis pas le classement parce que je veux garder la surprise pour mon éventuelle vidéo qui pourrait sortir d'ici la fin de l'année. Et ensuite, dans les détestés, il n'y aura pas de surprise puisqu'il y aura Laurent Mestré, que je déteste. C'est hypodermique, je le vois, j'ai envie de le frapper, ça m'agace. Il en fait trop, il est too much et il n'a pas mérité sa victoire. Enfin bref, une catastrophe. Il y aurait Jeff aussi, que j'ai trouvé imbuvable, ça ne m'étonne pas du tout qu'il finisse dans les anges. Et par rapport à Frédéric du Vietnam, il n'est même pas rigolo dans les anges, il est méchant. Apparemment, il aurait harcelé des candidates. Donc vraiment, Jeff, c'est pas possible. Je sais que ça va vous énerver, mais il y a aussi Pascal, j'ai vraiment du mal. C'est un très bon joueur, il aurait dû gagner ces 2 éditions, honnêtement. Mais je peux pas. C'est physique et en plus, il a fini dans les anges. Oh là, quelle surprise. Moussa, j'ai vraiment eu du mal. Alors la première saison, je l'adorais. C'était mon guilty pleasure, je le trouvais trop rigolo, il faisait n'importe quoi, il était trop perfide, il retournait sa veste 1000 fois et tout. Mais dans la revanche des héros contre Maud Garnier, j'ai pété un câble. Vraiment, j'ai pas aimé du tout son attitude. Ça m'a fait vriller. Et quand il est revenu sur l'île des héros, déjà là-bas, ça devait être Freddy, mais qu'il a annulé sa venue pour Survivor Australia apparemment. Et finalement, il n'a même pas fait Survivor Australia. Enfin bref, on a récupéré Moussa. J'étais vraiment très déçu. Ça allait au début, puis après, il m'a saoulé. Donc moi, clairement, Moussa, c'est pas possible. J'ai aussi mis Lucie des Armes Secrètes, même si j'ai plus détesté, je pense, Myriam et Thomas. Mais Lucie, vraiment insupportable. Trop aidée par la prod, ils l'ont vendue comme si c'était la queen de la saison alors qu'elle était nulle. Enfin, vraiment insupportable, c'est physique aussi. Mundi est ingérable, à chaque saison ingérable. Saison 3, il parle mal aux femmes et il y a limite de les frapper, tout le monde s'en fout. Le retour des héros, il pète un câble, aucune dignité, éducation de merde, il casse tout, c'est insupportable. Ok, c'est rigolo, mais c'était vraiment relou. Et après, nouvelle édition, j'ai fait le fricassé, il prenait trop de place, toutes les stratégies, il m'a saoulé. J'ai détesté aussi Florence, clairement, je pense que je vais même pas épiloguer dessus, on est d'accord, elle est folle dingue, il faut faire quelque chose, madame. Et Laurence, qu'on retient juste par la phrase de Denis, ah ben au moins il y aurait une cabane. Ah, voilà, on retient que pour ça, il ne sert à rien. Mais en tout cas, si vous voulez avoir plus de précision sur mes tops et mes flops de mes candidats de chaque saison, n'hésitez pas à aller sur la chaîne. Je vais peut-être les mettre en description sur la vidéo, si vous voulez, comme ça ce sera plus simple. J'ai fait donc 2 vidéos, c'est en 2 parties, les tops et les flops casting de chaque saison de Clem Coco. N'hésitez pas à les voir. Et puis c'est sympa, au moment où vous saurez quels sont mes coups de cœur et mes coups de gueule de chaque saison. Question suivante, plutôt technique. Est-ce que tu penses que Koh Lanta devrait s'inspirer un peu plus de Survivor? Alors déjà, pour être honnête, je pense que Koh Lanta s'inspire fortement de Survivor pour faire son émission, parce qu'il y a plein de twists, clairement c'est Survivor. Plein de concepts, c'est Survivor. Par exemple, les 4 terres, c'est clairement le concept de la saison 13 de Survivor, où c'était par ethnie. C'était les Asiatiques contre les Latinos, contre les Noirs et contre les Blancs. Clairement, en France, ça ne passerait jamais et je peux le comprendre. Mais nous, on avait fait les 4 terres avec les régions, l'Ouest, le Sud-Ouest, et en mode plus gentil.
mais en tout cas, ça s'inspire beaucoup, même sur pas mal d'épreuves. Il y a pas mal d'épreuves qui reviennent dans Koh Lanta, qui existe déjà depuis Survivor depuis plusieurs années. Mais je pense qu'il devrait être encore plus réactif. Quitte à prendre tout de Survivor, autant y aller. Parce que par exemple, les colliers d'immunité, enfin les Immunity Idol dans Survivor, sont arrivés super vite dans les premières saisons, saison 3 ou 4, je sais plus. N'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires, je ne sais plus exactement dans quelle saison c'est. Et nous, c'est arrivé à la saison 11, en 2011. Ça dérange personne. Survivor, ça fait 10 ans que ça existe. Et vous le faites dans la saison 11. Eh bien. Donc ils mettent un peu trop de temps pour que ça débarque, en tout cas en France. C'est comme l'île de la Rédemption, ça a existé bien 4-5 ans avant qu'on la fasse. Nous, on l'a fait en 2018 la première fois dans le combat des héros, et puis on l'a plus jamais refait. Alors que c'est plutôt sympa en plus, donc c'est un peu un twist, c'est plutôt sympa, surtout quand les candidats sont pas au courant. Dans Survivor, ils sont au courant, puisqu'ils assistent carrément au duel. Là, à chaque fois dans Koh Lanta, ils l'ont fait 2 fois, donc dans le combat des héros, dans la légende, et les candidats étaient pas au courant. Donc ça, c'est plutôt stylé, mais ils l'ont fait un peu tard, et puis ils l'ont fait que 2 fois, c'est un peu just quand même. Et dans Survivor, il y a un truc que j'adore, c'est le jury qui va voter à la fin assiste à tous les conseils de la réunification. Ils sont juste spectateurs. Ils donnent pas leur avis, ils interagissent pas, mais ils assistent à tout. Donc ils voient toute l'évolution, ils voient quel candidat a une immunité, ils voient toutes les tractations qui se font, ils peuvent vraiment se faire un avis et pas attendre les candidats qui arrivent au jury final et qui crachent sans limite sur un candidat, et du coup ils ont que leur version et pas la version du candidat concerné. Donc moi je trouve ça plutôt stylé, je comprends pas pourquoi Koh Lanta ne le fait pas, alors que Survivor le fait depuis sa première saison. Donc au bout d'un moment, bougez-vous, prenez cette idée, si la prod m'écoute, s'il vous plaît, prenez cette idée, c'est génial. Quelle est pour toi la pire saison de Koh Lanta? Et on me fait des propositions carrément. L'île au trésor, Fidji, Panama, point d'interrogation. Alors déjà, je précise que j'ai fait une vidéo de mon top saison Koh Lanta. Donc si vous voulez la voir, n'hésitez pas à y aller. Je vous mets le lien dans la description, il va en avoir des liens. Mais comme je disais dans mon top, déjà il n'y a pas Panama, qui est une de mes préférées. Désolé, mais j'avais adoré le casting. Quelle est la pire pour moi? Eh bien clairement, comme je le dis dans mon top, dans ma vidéo où je fais mon top, la nouvelle édition. C'est un enfer, je trouve que le casting pour un All-Star est mauvais. Je suis attaché à aucun candidat, à part peut-être Christina, parce que je trouve choupi quand même Christina. J'aimais bien Sarah, ok, elle est rigolote, mais bon, au bout de 2 épisodes, elle est déjà imbuvable. De toute façon, est-ce qu'elle a déjà dépassé 2 épisodes dans un Koh Lanta? Non, elle a toujours été éliminée hyper vite, que ce soit au conseil ou à abandon médical. J'aimais bien Martin aussi, mais Martin, il est pas attachant, il est rigolo, il est bon, etc. Mais donc vraiment un casting pas ouf, vraiment zéro coup de cœur. Il y avait même des gens comme Sandra ou Laurence, on se dit, mais pourquoi on les a appelés? Bon, surtout Sandra, mais on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce casting? Et surtout que ça commençait bien pour faire un bon premier épisode avec Isabelle qui est éliminée, qui pleure. J'espère que vous aurez honte, surtout toi. J'avais trop kiffé ce conseil, même si c'était très triste pour Isabelle, bien que Isabelle, j'en ai rien à faire. Mais en tout cas, je trouvais que ça commençait bien. Et puis après, par la suite, ils ont éliminé toutes les meufs. Alors certes, les meufs, elles ont voulu faire une stratégie entre elles. Pas gentil, les filles, mais ils auraient pu au moins garder Florence et Laurence, sans qui les mecs auraient viré un par un, en fait. Donc honnêtement, voilà, ça m'a dérangé. Toutes les filles sortent hyper vite. Moundir prend énormément de place, il domine la saison, donc tant mieux pour lui, chapeau, mais c'est du coup ultra agaçant. Et puis voilà, il y a trop d'acharnement contre Freddy, trop d'acharnement contre Thé, la fois où il fallait choisir quelqu'un pour le confort, qu'il avait promis à Laurent, mais que tout le monde lui a mis la pression pour que choisisse Phil, il choisit Phil et tout le monde lui en veut parce qu'il n'a pas choisi Laurent, enfin c'est n'importe quoi. Plein de rageux, comme Philippe par exemple, et puis surtout la victoire finale, on en parle ou pas, Laurent Mestré qui gagne à l'unanimité face à Martin, c'est top en fait. Non, vraiment une saison catastrophique, voilà, pitoyable. J'ai détesté. Quels sont pour toi les candidats les plus surcotés? Alors, ça ne va pas plaire aux fans, vous allez péter un câble, mais je trouve que les candidats les plus surcotés, c'est souvent les candidats lisses. Et en tête, je dirais Grégoire, suivi par Loïc et Hugo, tout simplement parce que on les encense pour pas grand chose. Alors je les aime bien, vraiment, je comprends tout à fait qu'on puisse les aimer parce qu'ils sont plutôt attachants, ils sont sympas, ils sont souriants, ils sont bons dans les épreuves, ils sont bons en survie, ils sont plutôt cool, mais je ne comprends pas du tout la hype autour de ces candidats, et donc surtout Grégoire qui est considéré comme un dieu vivant. Donc si je dois en choisir un, je dirais vraiment lui. Sinon je trouve également que Mélanie de la saison 18 et Brice des 4 Terres sont vraiment trop encensés. Alors Mélanie, je comprends vraiment pas trop pourquoi, parce qu'en plus elle a vraiment que son social. Certes, elle a gagné 1 ou 2 épreuves, d'accord. Stratégiquement, elle était un peu en place, mais je l'ai trouvée vraiment insupportable. Un petit peu rageuse en plus. Je pense que le fait que les jeunes ont été protégés par la prod, du coup, les vrais fans durs de Koh Lanta ont détesté ces 3 candidats. Et donc se sont rabattus sur Mélanie qui avait un social de ouf et qui était plutôt attachante, certes.
mais moi je comprends pas la hype autour d'elle. Et Brice, je vais pas refaire le discours. Moi je trouve que c'est un candidat pas du tout attachant. Tout le monde dit ouais, stratégiquement c'était un ouf et tout, mais à quel moment c'était un ouf? Il s'est grillé aux yeux de Lola et Angélique en ne suivant pas les votes. Il y a même un moment où ils étaient en binôme avec Ava, ils n'ont pas été éliminés pour je ne sais quelle raison, parce que je pense qu'Alix était plus menaçante sur les épreuves. Et si Lola avait pas fait l'erreur de raconter à tout le monde qu'elle avait le collier et que Dorian est intervenu pour dire bon Brice, maintenant il faut tous voter Angélique et pas Lola parce que Lola il a le collier, sans ça, il sortait en fait. Désolé de le dire, mais c'est vrai. Sans l'intervention de Dorian, Brice il sortait. Certes, il a gagné les épreuves au moment M, il n'a pas gagné 1000 non plus. Donc quand on se dit que Lola en a gagné plus que lui, qu'il en a gagné autant que Angélique, Brice il a gagné autant d'épreuves que Angélique. Donc au bout d'un moment, désolé, mais c'est pas non plus un truc de ouf. Certes, en équipe il était plutôt bon, mais je ne comprends pas la hype autour de ce garçon. Et s'il revenait, ça me dérangerait pas, mais stop quoi. Bon, je vous vois venir en mode non, il en a gagné plus qu'Angélique parce qu'il a gagné les poteaux. Ouais, mais quand même, c'est pas non plus incroyable. Honnêtement, je ne comprends pas la hype, mais quand même, je mettrais en tête Grégoire, qui est considéré comme un dieu vivant, alors qu'en soi, oui, il a de grosses qualités, mais calmons-nous. Question très amusante. Si tu étais un candidat de Koh Lanta, quel serait ton plan de jeu? Comment jouerais-tu pré-merge et post-merge? Alors pour ceux qui ne savent pas, pré-merge et post-merge, c'est réunification. Donc pré-merge, c'est avant la réunification et post-merge, c'est après la réunification. Donc du coup, pendant la réunification. Écoutez, comme je disais juste avant, je miserais sur mon social, surtout, pour être plutôt sympa, plutôt apprécié de tout le monde, même des mecs. J'essaierais de pas être trop mauvais en épreuve aussi, pour pas qu'ils disent « Ah, nana, il est mauvais, ça dégage ». Donc voilà, mais je serais pas non plus le roi de la stratégie, mais quand même, je me rapprocherai des filles au maximum, je serai un peu leur copine. En gros, je vais essayer de faire ça, de passer pour le mec un peu proche des nanas, sans vouloir les choper, enfin pour être clair. Et j'essaierai d'avoir un peu la sympathie de quelques garçons pour voilà, combler mes faiblesses, que ce soit sportive ou en survie. Je ne ferai pas forcément de gros blindside avant la réunification. J'essaierai de ne pas passer pour le plus faible surtout, et vraiment de miser à mort sur mon social. Après, s'il y a une alliance fille et qu'elle me propose quelque chose, clairement je signe, mais ça ne veut pas faire de gros blindside, de ne pas être leader en fait des stratégies, d'être un peu under the radar comme diraient certains, pour au moins accéder à la réunification. Parce qu'une fois la réunification arrivée, passée, je pourrais pas être menaçant au niveau des épreuves, clairement. Et à ce moment-là, en plus, je m'en moquerai des couleurs. Je m'en moque que il est jeune, donc il faut absolument l'éliminer parce qu'on était rouge. Non, si je m'entends bien avec lui, que j'ai des atomes crochus et que stratégiquement, c'est plus intéressant d'aller vers lui dans 2-3 conseils après l'unification, je le fais. Le but aussi, c'est de s'associer aux gens qui vont te faire avancer le plus longtemps possible. Mais en même temps, il ne faut pas faire de grosses trahisons non plus. Donc, il faut la jouer fine. En tout cas, je serai plus en mode Survivor que le gentil candidat de Koh Lanta qui gagne, qui pense surtout au mérite. Non, je penserai vraiment à faire des moves. Après, on va voir si ça marche, parce que c'est vrai que dans Koh Lanta, pour gagner, il faut être gentil et pas forcément stratégique, donc on verra si ça marche, mais en tout cas j'essaierai en fait d'être une petite chèvre, lettre minuscule, mais en même temps appréciée pour pas que le jury me méprise et que j'ai 0 vote. Si je pouvais amener un candidat détesté, ce serait pas mal. Si par exemple dans Koh Lanta, Johor, j'amène Chantal avec moi, bon, je suis quasi sûr de gagner, même si j'étais un gros perfide. Donc voilà, ce sera un petit peu ma stratégie. Après, bien sûr que ma stratégie, je l'affinerai selon les événements qui se passent. Hein. Question suivante donc sur Koh Lanta. À ton avis, est-ce qu'un candidat de Koh Lanta pourrait un jour atteindre le perfect game? Alors, pour vous dire ce que c'est un perfect game, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand un candidat n'a eu aucun vote pendant tous les conseils de l'aventure, mais qu'au conseil final, quand il est dans les 2 derniers, il a l'intégralité du vote du jury. Il gagne à l'unanimité. En France, on n'a jamais eu ça. On a 3 candidats qui se sont approchés. On a eu Philippe au Panama, qui a eu l'intégralité du vote jury final, mais qui a eu 2 votes contre lui au premier conseil de la réunification. Guillaume et Alban avaient voté contre lui. On a eu Clémence dans sa première saison, la saison 5 au Pacifique. Elle a eu l'intégralité du vote du jury final, mais elle a eu un vote au tout premier conseil de son équipe. C'est Mohamed qui a voté contre elle, un peu par défaut, je pense. Mais en tout cas, voilà. Donc à un vote près, elle n'a pas eu le perfect game. Et on a eu Laurent, malheureusement, Laurent Mestré, dans la nouvelle édition, qui a eu donc l'intégralité des votes pour lui. Mais par contre, à 1 ou 2 conseils avant la fin, il a eu un vote contre lui de la part de Philippe, il me semble. Donc en tout cas, il n'a pas eu le perfect game, et heureusement, parce que ça aurait été la honte que ce soit seul candidat all-time qui a eu le perfect game. Donc nous, on a eu aucun candidat qui ont fait le perfect game. Aux États-Unis, dans Survivor, il y en a eu 2. Je ne vous spoil pas qui c'est qui a eu ce perfect game, sinon vous allez découvrir qui sont les gagnants de cette saison. Il y en a un, c'est plutôt mérité, l'autre, c'est un scandale. Mais en tout cas, voilà, il y en a 2 qui l'ont eu en Survivor. En tout cas, je suis à la saison 29, il y en a 2. Peut-être qu'il y en aura après, j'en sais rien. Mais tout est possible, je me dis. Encore, hein, il y a encore de belles années de Koh Lanta qui nous attendent. Espérons, si tout va bien. Honnêtement, c'est largement possible. Écoutez, ça arrive 2 fois dans Survivor, donc en France, pourquoi pas. Après, il faut vraiment être perfect. C'est vraiment hardcore. Parce que par exemple, dans Johor, Bruno avait eu aucun vote contre lui à tous les conseils. Mais s'il avait été dans les 2 derniers, je pense qu'il n'aurait pas eu un perfect game.
Donc c'est vraiment chaud, mais tout est possible. Ensuite, nouvelle question me demande mes avis impopulaires sur Koh Lanta et Survivor. Alors, déjà au niveau casting, j'ai beaucoup d'unpopular opinion. Au niveau par exemple Alexandra des 4 Terres, je sais que beaucoup d'entre vous l'aiment pas et moi je l'adore. Vincent des Armes Secrètes que j'aime beaucoup aussi, beaucoup de gens le détestent. Et c'est surtout le fait que je n'aime pas du tout les gros candidats. Comme Claude, Freddy, Martin, Théoura, Bertrand, tout ça, je m'en fous. Voilà, je m'en moque de ces candidats. Ils sont peut-être très bons. Il y en a qui m'ont vraiment surpris. Claude, c'est vrai que sur l'île des héros, même si ça me fait chier de le dire, il était ouf. Freddy, il a fait des prestations incroyables. Martin était très bon dans la nouvelle édition et même dans Raja en pâte. Théoura, on va pas refaire son palmarès, mais il est très très bon. Bertrand a été excellent dans ces 2 saisons. Enfin, honnêtement, c'est de très bons candidats. Mais je m'y attache pas, je m'en fous. Voilà, je m'en fous. Ça m'intéresse pas. Non. Alors que François, par exemple, dans le Totem Maudit, je le trouvais vraiment touchant parce que ce gros tas de muscles qui ouvre sa carapace comme ça, qui fêle sa carapace, je trouve ça très touchant. Oui, non, je m'en fous. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Donc les candidats les plus appréciés, souvent, c'est pas ceux que j'aime. Moi, j'aime des gens perdus. Donc voilà, désolé, mais déjà, unpopular opinion pas mal, niveau casting. Et aussi, je m'en moque aussi de la survie et des épreuves. Voilà, c'est pas un truc qui m'intéresse de ouf. Donc souvent, quand il y a des candidats qui ont fait une super gabane, qui ont gagné plein d'humanité, je m'en moque un peu. Voilà, c'est pas un truc qui me passionne, je m'en moque un peu. Pour moi, c'est pas un argument en fait. Ils sont très bons, mais faites The Island alors. Voilà, c'est pas un truc qui me passionne. Je sais que beaucoup de gens s'en disent ouais, mais quand même, il a quand même gagné cette épreuve, il a fait le feu, il a fait machin. C'est des trucs, moi je m'en fous. Pour moi, ça fait pas un aventurier de malade. Si le mec, par exemple comme Sam, il gagne toutes les épreuves, mais il a un social de 0 et une stratégie équivalente à moins 10 000, pour moi, c'est pas un bon aventurier en fait. Même si je trouve Sam très sympa, y a pas de souci, mais dans la saison l'île des héros, qu'il sorte, oui, il sort parce qu'il est nul en fait. C'est pas parce qu'il fracasse toutes les épreuves que pour moi c'est un aventurier de malade. Voilà. C'est mon unpopular opinion. Et pour Survivor, déjà, petit coup de gueule, j'aimerais qu'on laisse la parole aux candidats quand ils se font éliminer. C'est vrai que quand on éteint leur flambeau, ils se cassent direct, ils ont pas le droit de parler. Alors que les meilleurs moments dans les conseils de Koh Lanta, c'est au moment où ils parlent après et qu'il y a des règlements de compte. Donc si la production Survivor m'écoute, ce dont je doute, clairement, n'hésitez pas à les laisser parler parce que je trouve que c'est plutôt sympa. Et la première saison, quand je regardais, je me suis dit, mais ils parlent pas, ils vont pas s'exprimer, dire ce qu'ils pensent. Non? Ah, d'accord. Et sinon, un peu pareil que Koh Lanta, au niveau du casting, il y a des candidats comme Rupert, Russell, Rob Mariano et compagnie. Je m'en moque aussi. Ils ne m'intéressent pas. Je m'en fous. En fait, souvent, les candidats les plus appréciés par le public, comme c'est l'hystérie, ils sont trop bien, ils sont grave forts partout et tout. M'en fous. M'intéresse pas. Voilà, c'est ça mon avis impopulaire. Ensuite, nouvelle question, le type de stratégie que tu apprécies le plus? Under the radar, stratège agressif, socio-stratégie, mal alpha? Alors moi, si j'étais candidat, clairement j'emploierais la stratégie under the radar. J'ai envie d'être discret, que personne me voit et coucou, je suis avec un candidat détesté, je m'appelle Christina, je suis à côté de Patrick. Votez pour moi s'il vous plaît. Clairement je ferais ça. Mais après, je critique beaucoup les candidats qui font ça. Donc je suis complètement illogique, je suis en contradiction là, mais bon. Je trouve que c'est dommage de faire cette stratégie parce que j'apprécie celle qui est un peu agressive, mais en douceur. Voilà, je trouve que c'est bien de faire une stratégie agressive, mais pas non plus s'imposer comme le gros stratège de la saison dans les portraits. Par exemple, il y a des candidats dans leurs portraits, c'est en mode moi j'ai tout fracassé, la stratégie c'est ma vie. Voilà, ça m'agace un peu. Surtout que certains n'ont même pas réussi derrière, comme Benjamin ou même Vincent des Armes Secrètes, on va jouer aux échecs et tout. En fait, bon, niveau stratégie, c'était pas fou. Mais par contre, il y a des gens qui ont réussi, comme Cédric de Joer qui a fait quelques blindsides, mais même ça m'a pas séduit. Je préfère plutôt les stratèges agressifs, mais en douceur, c'est-à-dire comme Cindy de la Guerre des Chefs, qui ne se présente pas du tout comme une stratégie dans son portrait, et qui finalement, au fil des épisodes, elle a retourné au moins 3 conseils, quoi. Donc, je préfère la stratégie agressive, mais en douceur. Soyons gentils, soyons calmes. Les enfants, calmons-nous. Question suivante, tes candidats préférés dans le Totem Maudit et quels candidats du Totem Maudit vont rentrer dans la légende? Alors, pour ce qui est du candidat préféré du Totem Maudit, je l'ai déjà précisé dans ma vidéo qui parle de top et des flops casting. C'est dans la description, le lien. Mais je peux répondre avec grand plaisir. Et donc, mes candidats préférés étaient Seta en 3, Fouzi en 2 et Olga en 1. Ça, c'est clairement mes gros coups de cœur de la saison. Vous savez pourquoi, c'est que vous avez écouté mes reviews et tout ça. Je les adore tous les 3. Ils sont vraiment top. Clairement, ce n'est pas les meilleurs aventuriers de la saison, puisque pour moi, c'est Ambre et François. Mais en tout cas, c'est des bons candidats dans mon cœur. Je les ai trouvés top. Et pour ce qui est de candidats qui rentreraient dans la légende, je parlerai que d'un seul candidat, je dirais François. Clairement, avec les 4S, est un très très bon gagnant. Il est bon en social, bon en stratégie, bon en survie et bon en épreuve. Et voilà, il mérite clairement son titre de gagnant, même si c'est à égalité avec Bastien, ça c'est très frustrant. Mais il rentrera dans la légende pour moi. En tout cas, pour les fans durs, le public lambda qui l'ont clashé, non. Mais pour les fans durs, ce sera un très bon gagnant, un très bon aventurier. J'aurais pu parler de Louana, elle était bonne en épreuve certes, mais c'est tout. Pour moi, le reste ça suivait pas. Trop rageuse, donc pour moi, il n'y aura que François qui rentrera dans la légende.
Question suivante, selon toi, devrait-il n'y avoir que des candidats français dans Koh Lanta? Est-ce que les Belges, Suisses et autres nationalités ont leur place dans le jeu? Devraient-ils créer leur propre version de Koh Lanta? Y a-t-il suffisamment de candidats étrangers sélectionnés? Pas assez? Trop? Donc ça fait énormément de questions, je les ai toutes laissées ensemble parce que clairement c'est le même sujet. Donc je n'ai pas forcément d'avis sur la question. Je pense qu'il y a des Belges, des Suisses, des résidents du Portugal, de la Grèce ou du Maroc parce qu'il n'y a pas de Survivor chez eux. Donc en soi ça me dérange pas de faire la place pour eux, au contraire, ça me dérange pas, les gens voyagent, ils se mélangent et tant mieux, donc je valide la variété des origines des candidats dans Koh Lanta, au contraire. Après si leur pays veulent faire un Survivor, pourquoi pas, ça peut être sympa aussi à regarder, mais en tout cas ça me dérange pas. Et puis il devrait peut-être en rajouter un petit peu plus parce que je sais qu'il y a des saisons où il y avait vraiment que des Français, et c'est peut-être dommage parce que voilà, on est quand même proche des Suisses, on est proche des Belges, je me dis pourquoi pas, enfin je veux dire même dans d'autres émissions comme Secret Story, on avait plein de Belges, donc non je suis pas forcément contre, je suis pas pour en mode mettez plein de Belges s'il vous plaît, je m'en moque, mais en tout cas moi mes portes Koh Lantaliennes sont ouvertes, pas de soucis, venez, par contre faut parler français, sinon c'est compliqué. Question suivante, une question polémique, penses-tu que le public français est un public immature, indiscipliné, énervant et débile? Ou alors Twitter et Facebook ne représentent qu'une faible minorité bruyante des téléspectateurs? Alors, je l'espère fortement et pour moi, c'est ça. C'est clairement une minorité. Il faut faire attention. Voilà, il faut prendre tout ça avec des pincettes. On a l'impression qu'il y a énormément de gens qui parlent et qui critiquent et qui font des menaces de mort et tout ça. Mais je me dis qu'en fait, il n'y en a pas tant que cela. C'est tellement facile en fait de vomir sa haine en étant anonyme sur les réseaux sociaux que voilà, il y a quelques pecnos qui disent que ça va être rigolo et ça va être marrant de menacer de viol Inès, de menacer de meurtre les enfants de Régis. Voilà, c'est plutôt rigolo, c'est vrai que c'est très amusant, on est tous morts de rire. J'espère que vous sentez l'ironie dans ma phrase. En tout cas, moi j'ose vraiment espérer que c'est un groupe de personnes enragées, mais très minimes. C'est des gens qui n'ont pas de vie, clairement on va le dire. Faut pas oublier aussi, ça va être la petite morale de la vidéo, pas oublier que les candidats, que j'aime ou que j'aime pas, mais même par exemple le pauvre petit Brice ou Moundir, ça reste des êtres humains, avec leurs qualités et leurs défauts. Donc stop, on donne notre avis certes, mais ça s'arrête au jeu Koh Lanta. On critique pas leur vie, on critique pas le reste, stop à la haine et à la bêtise. Voilà, c'était mon petit coup de gueule, le coup de gueule de Clem Coco. Respecter les candidats, on peut ne pas apprécier un candidat dans sa saison. Moi, il y en a plein que je déteste. Mais quand je dis je les déteste, notez bien que c'est dans le jeu. Ça se trouve, si je les rencontre, je vais grave les kiffer, on va être grave drôle et voilà. Donc enfin bref, j'espère, en tout cas j'ose espérer que c'est un petit groupe très restreint et que de toute façon, ils ont que ça à faire de leur vie et puis voilà. Tout. Nouvelle question un peu technique. Quelle est la chose que 99% des gens pensent sur le jeu et qui selon toi est erronée ou inexacte? Alors, ça va être une question facile. Je dirais la question du mérite. Ça plaira à Maxime, le youtubeur Koh Lanta, qui fait pas que Koh Lanta d'ailleurs. La notion du mérite me dérange beaucoup. Je crois que c'est ce qui m'agace le plus, surtout sur les réseaux sociaux, ça revient, Twitter. Beaucoup parlent des épreuves, de la survie, pour prétendre que c'est leur candidat préféré. Même parfois, certains dans mes petits sondages qu'il y a dans ma communauté, on a l'impression qu'il y a des fois, ils votent parce que le candidat, il a tout fracassé, toutes les épreuves et tout. Mais en soi, on s'en moque un peu. Enfin, un candidat préféré, c'est un candidat auquel on s'attache. Un candidat qu'on trouve attachant, sympathique, qui s'est donné, voilà. Enfin, par exemple, Alix, j'ai bien aimé dans la légende, mais dans les 4 terres, je m'en moquais un peu. Je l'ai pas trouvé exceptionnel. Et pourtant, elle a fait des épreuves, je me rappelle du coup elle a inversé, bonjour quoi. Des candidats comme Claude, Théoura, Freddy, Grégoire, Marc, Phil, Hugo et compagnie, c'est de très bons candidats, mais c'est pas parce qu'ils sont bons que c'est forcément vos préférés et qui méritent absolument d'être le dernier aventurier. La notion de mérite et candidat préféré, moi je vais inclure candidat préféré. Je trouve qu'il y a trop d'objectivité dans tout ça. Moi en soi un candidat qui est zéro en épreuve mais qui arrive au bout parce que son social et sa stratégie elle est parfaite, je trouve que c'est aussi méritant que un mec qui a gagné toutes les épreuves tout au long du jeu. Pour moi par exemple Cindy, elle est autant méritante que Claude. C'est pour ça que même sa place dans la légende, même si je trouvais ça un peu tôt parce qu'elle avait fait Koh Lanta 2 ans avant, je la trouvais très légitime. On regarde sa saison à Cindy, elle est vraiment dans le jeu. Pourtant en survie en sport, c'est plutôt faible. Mais honnêtement le mérite me dérange dans beaucoup de débats en fait, parce que je trouve que le mérite devrait être étalé sur vraiment les 4 S et pas que les épreuves et la survie. Plus pour moi le mérite c'est ultra subjectif. Par exemple Théoura, je trouve que c'est pas forcément un bon candidat. C'est pas parce qu'il gagne grave d'épreuves et qu'il tisse plein de feuilles de palmier que c'est un dieu. Il est quand même très mauvais en stratégie ce garçon. Donc enfin bref, je trouve que la notion du mérite me dérange un peu. Elle est pas erronée ou inexacte, donc je réponds pas vraiment à la question, mais en tout cas c'est un débat qui je trouve très agaçant dans Koh Lanta. Question suivante, et celle-là aussi ça n'a pas été très facile à y répondre quand même, c'était existe-t-il des profils de personnes ou de candidats encore jamais vus sur Koh Lanta? Lesquels? Et que devrait faire un candidat pour créer quelque chose d'inédit dans le jeu? Alors déjà le premier conseil que je peux donner
prod, c'est un peu moins de sportifs et un peu plus de monsieur et madame tout le monde. Alors, ça allait, le totem maudit, c'était un peu plus varié. Faut mettre des gens lambda, en fait, avec de la personnalité, du charisme et tout, mais des gens comme tout le monde, quoi, un peu qu'on peut rencontrer dans la rue, ça serait sympa. Par exemple, Arnaud dans Les Armes Secrètes, ça c'était cool. Mais après, tout le reste du casting, c'était sportif. C'était un peu relou. Sinon, après, quel profil on pourrait avoir? Je trouve qu'il n'y a jamais eu, ou alors je me trompe, de candidat un peu geek, un peu nerd, genre scientifique par exemple, ou une fille, hein, c'est pas forcément un garçon, il y a plein de filles qui sont geeks ou nerds. Mais ça pourrait être sympa, faudrait pas que ce soit cliché. Faut que ce soit quand même des candidats un peu taillés pour l'aventure, mais je me dis, ce serait sympa, voilà. Faudrait varier tout ça. Alors, ça existe déjà, mais vraiment, Les Armes Secrètes, par exemple, c'est l'exemple type trop de sportifs. Faut faire dans la typique, en fait. Sans faire dans la caricature, toucher au naturel. Voilà, je dis nerd geek parce que c'est le premier exemple qui vient dans la tête, mais je vais pas vous dire gossip ou danseur de tectonique non plus. Faut pas que ce soit des gros clichés. Mais des gens un peu à part. On en a pas beaucoup, hein, je trouve, de candidats un peu comme ça. Alors que dans Survivor, il y en a plein, hein. Il y a Cochrane un peu geek. On a Cass qui est complètement une scientifique. Enfin, voilà, je trouve que ça manque un peu de ce profil-là. C'est un exemple, il pourrait en avoir d'autres. Mais en tout cas, voilà, un peu plus varié casting, clairement. Et après, pour faire quelque chose d'inédit dans le jeu, je me dis que ça serait forcément dans la facette stratégique, comme a pu le faire par exemple Maxime dans Raja Ampat, quand il a introduit le faux collier. C'est plutôt pas mal. Bon, je pense qu'il l'a vu dans Survivor, hein, clairement. Là, j'avoue qu'il faudrait une idée vraiment huge, un truc vraiment vénère. J'avais pensé par exemple à ce que le candidat pourrait mentir de A à Z sur son identité. Parce qu'ils le font des fois dans Survivor, quand c'est quelqu'un d'un peu connu, un sportif de baseball ou de football américain, ils disent « Mais tu ressembles grave à machin bidule ?» « Non, c'est pas moi. Mais tu t'appelles comment ?»« Bidule. »« Ah oui, d'accord. » Bon, après, il se fait griller rapidement, mais il faudrait que quelqu'un, par exemple moi, Clem Coco, dire « Bonjour, je m'appelle Étienne et tout. Et dans la vie, je suis prof de badminton, j'adore ça et tout, machin. Vraiment tout. J'ai 2 enfants, j'ai 3 chats, c'est pas vrai du tout. » Ça pourrait être sympa qu'il change complètement son identité et qu'il fasse un peu dans le pathos, qu'il soit touchant, qu'il ait une vraie histoire en mode « Mon père est mort d'un cancer, je sais pas moi, j'ai perdu ma famille dans un accident de voiture. » C'est jouer sur la corde sensible des candidats. Alors c'est clairement hardcore, mais sans vous spoiler, il y a un candidat dans la saison 7 qui a un confort, fait croire qu'il attend sa grand-mère pour l'épreuve du confort. Et en fait, c'est son pote qui vient et pas sa grand-mère, il comprend pas. Et son pote lui annonce que sa grand-mère est morte. Et tout ça, c'est du fake. C'est du fake pour que les candidats le choisissent s'ils gagnent l'épreuve. Alors clairement, c'est horrible. En France, ça passerait jamais. Mais j'avais trouvé ça bien joué. Et résultat, il avait été choisi par la candidate qui avait gagné l'épreuve en mode « Ah non, je choisis machin parce que vraiment, c'était trop touchant. » Après, il faut tenir le rôle jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'entraîner, il faut être un acteur. Enfin, mais je pense que ça clasherait beaucoup sur les réseaux sociaux. En France, ça passerait jamais. Mais c'est inédit. On m'a demandé quelque chose d'inédit. J'ai quelque chose d'inédit. Ensuite, question suivante, c'est « Quand as-tu commencé Koh Lanta ? Qu'est-ce qui t'a fait continuer à regarder cette émission? Et si tu devais garder un souvenir par rapport à Koh Lanta, ce serait lequel? » Donc il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé quand c'est que j'avais commencé Koh Lanta. Comme j'ai dit au tout début de la vidéo, donc j'ai découvert Koh Lanta à son arrivée. Donc en 2001 avec la saison 1. En plus, j'adore faire ça de façon chronologique. Donc la première saison que j'ai regardée, c'est la saison 1, en toute logique. Et après, j'ai regardé de façon chronologique au fil des années. J'ai regardé vraiment au fil des diffusions. En fait, je suis vraiment quelqu'un de très organisé dans ma vie. Et effectivement, oui, j'ai regardé à partir de la saison 1, donc, en 2001, lors de sa première diffusion. Ensuite, qu'est-ce qui m'a fait continuer l'émission? Eh bien, déjà, j'adore la compétition, comme je vous l'ai déjà dit, à part dans le sport, puisque je vous ai dit que je ne regardais pas du tout le sport. Mais le côté élimination, stratégie, il faut aller le plus loin possible. Il y a des défis, il y a des épreuves, mais il n'y a pas que les épreuves qui rentrent en compte, il y a aussi la survie, il y a aussi la stratégie, le social. Toute cette combinaison de performances, que ce soit sociale ou sportive, m'ont beaucoup passionné et surtout, j'adore les trucs de compétition, comme je vous ai dit, que ce soit Top Chef, que ce soit meilleur pâtissier, que ça peut être n'importe quel sujet. Même une fois, j'ai regardé une émission sur la couture où ils s'affrontaient en faisant des patrons, en faisant des robes et tout, alors que clairement, je suis zéro en couture, je suis zéro en mode, j'y connais rien du tout. Et bien, j'ai un petit peu regardé, bon, j'ai pas regardé toute la saison non plus, j'étais pas hystérique, je crois que c'était le truc avec Christina Cordula. Surtout que j'ai un peu de mal avec Christina Cordula, donc je sais pas pourquoi je me suis infligé ça, mais le côté compétition, ça m'excite. Voilà, donc si vous connaissez des émissions de compétition sympas, que ce soit sportive ou que ce soit sur un thème un peu spécial, n'hésitez pas à me le mettre dans le commentaire. Mais ouais, ce côté compétition, mais en même temps stratégique, social, faut vraiment être bon dans tous les thèmes. Ok, il faut être bon aux épreuves, ok, il faut être bon en survie, mais si on est un gros con, bah on se fait éliminer. Et si on a de mauvais moves stratégiques, on se fait trahir, on est trop naïf, on se fait trahir, on est trop perfide, au bout d'un moment on gagne
termine pas à la fin. Enfin, c'est vraiment un gros casse-tête que j'ai beaucoup aimé regarder. Même les premières saisons, tout le monde dit oui, c'était du Bakongi et tout, et je suis le premier à le dire. Mais quand on regarde la saison 1, un des premiers conseils que Guillaume s'est fait sortir, il était choqué, il en revenait pas. Donc petit blindside quand même. On a aussi Jean-Luc qui se fait un peu trahir alors que tout le monde pensait que c'était Sandra qui allait sortir. On a François qui se fait trahir par William aux ambassadeurs. Enfin, on a quelques petites trahisons dès la saison 1. Après saison 2, il y a eu Bernard qui s'est retourné. Saison 3, le blindside d'Hélène par les garçons. Il y a eu plein de petites surprises dès les débuts. Donc c'est vrai que c'est très attrayant, ça donne envie de rester. Après oui, il y a eu des saisons encore plus folles que les premières, mais les premières voilà, c'était les débuts, on connaît pas trop l'émission, voilà, il faut avancer step by step. En tout cas voilà, c'est ça qui m'a vraiment plu. Et si je devrais garder un souvenir de l'émission, ce serait pas forcément un moment de l'émission, ce serait plus l'ambiance qu'il y avait autour à l'époque. C'est vrai que maintenant c'est une émission de divertissement, je suis à fond, j'adore et tout. Mais quand j'étais gamin, déjà la télévision et le cinéma, c'est beaucoup plus grand à nos yeux quand on est petit. Mais en plus, voilà, on devait attendre tout l'été. Maintenant il y a des Koh-Lanta limite 2 fois par an, ça s'enchaîne vite et tout. Et des fois on a des grosses pauses. Je me souviens que entre la guerre des chefs et l'île des héros, c'était un peu long. Mais c'est vrai qu'avant, il fallait attendre au moins 10 mois avant d'avoir Koh-Lanta. C'était l'événement de l'été, c'était vraiment l'hystérie. Moi, c'est le souvenir que j'en garde quand j'étais chez ma grand-mère ou qu'il faisait super chaud et que j'attendais que ça, que j'étais hystérique. C'est vraiment l'ambiance en fait. C'était vraiment une journée spéciale le vendredi. J'ai plein de souvenirs de Koh-Lanta. Il y a plein de candidats que j'adore. Je pourrais vous le redire 1000 fois, vous le savez un peu déjà. Mais vraiment, le souvenir que j'ai par rapport à Koh-Lanta, c'est l'excitation de l'été. Je sais pas ceux qui ont vécu ça à l'époque où c'était diffusé, on va dire de 2001 jusqu'à 2007. C'était vraiment le vendredi hystérique, l'été, on pensait qu'à ça. Donc vraiment, c'est cette ambiance en fait que je retiens. Ensuite, une nouvelle question, c'est si le temps d'une saison, tu pouvais choisir le casting, le lieu, le nombre d'équipes, le twist de la saison, le type d'épreuve, tout quoi, que ferais-tu ? Alors, j'avais posé la question dans les commentaires, je n'ai pas eu de réponse, mais en même temps, c'est vrai que j'avais eu la question un petit peu au dernier moment, et c'est pas une critique, je vous aviez jusqu'au 20, elle a été envoyée le 20. Et donc j'avais posé la question dans les commentaires si c'était un casting All-Star ou un casting lambda. Donc si c'est un casting All-Star, je vous invite à regarder ma vidéo, je suis aux commandes du casting All-Star 2023. Là, vous aurez votre réponse du casting, il y avait plein de candidats ouf, je vous spoil pas si vous n'avez pas vu la vidéo. Mais en tout cas, si c'est un casting d'inconnus, écoutez, je prendrais quand même un casting assez varié, avec tous les âges, on irait de 18 jusqu'à 60 ans. On aurait vraiment tous les âges, un maximum de variété s'il vous plaît. Au niveau aussi des classes sociales, il faudrait un petit peu de tout. Faut que les gens se mélangent avec des personnes qui ne seraient pas amenées à se rencontrer dans la vie. Donc ça, c'est plutôt sympa. On a des fois des amitiés ou des alliances un peu improbables et c'est plutôt sympa. Et sinon, au niveau des hommes et des femmes, je ferai équité. J'en ferai pas plus d'hommes, pas plus de femmes. Donc ça me paraît logique. Après, au niveau du lieu, alors j'aimerais bien un lieu assez inédit. Je sais que par exemple, Survivor a fait l'Australie, a fait l'Afrique. Je crois qu'il y avait Survivor Gabon, il me semble. Mais j'aimerais bien un pays africain. C'est vrai que l'Afrique, on l'a jamais vu dans Koh-Lanta, on n'a jamais vu l'Australie aussi. Mais ça aurait été sympa de voir un peu l'Afrique. Alors peut-être qu'on l'a vu, si je me trompe, vous me dites, parce que je connais pas tous les emplacements de tous les endroits où Koh-Lanta a été tourné, mais je pense que c'est plus en Asie qu'autre chose. Il y a eu en Océanie aussi avec Palau, etc. Mais jamais en Afrique. Donc pourquoi pas en Afrique, ça peut être sympa. En plein désert africain, avec des éléphants, avec des crocodiles. C'est vrai que dans Survivor, ils prennent 1000 risques. Des fois, ils croisent des animaux un peu effrayants. Enfin, moi, je dors pas à côté de ça. Donc, un pays assez atypique, ça serait sympa. Donc, casting varié, pays atypique. Pour le nombre d'équipes, moi, je voudrais que ce soit 3. Tout le temps, je veux 3 équipes. Et j'aimerais que les 3 équipes restent ensemble jusqu'à la réunification. Même si une équipe se fait décimer, on a vu que dans la guerre des chefs, c'était quand même possible d'aller super loin, même si on arrivait à 2 ou 3 en réunification. Mode et Cyril, je vous fais la bise. J'aimerais vraiment qu'il y ait 3 équipes, je trouve ça plus sympa. Même si j'avais aimé 4 équipes, mais je me dis 3, ça peut être vraiment cool. Pour le twist de la saison, alors, le twist de la saison, j'ai pas trop d'idées de nouveautés. J'avais souvent parlé du twist de la saison 7 de Survivor où tous les éliminés revenaient juste avant la réunification sans que les candidats en course soient au courant. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Mais je vais quand même faire une île de la rédemption sous le même concept où il n'y a pas forcément un candidat qui revient, mais 2 ou 3, ça peut être sympa. Il y aurait bien sûr l'écolier, il faut pas non plus déconner. Il y aurait également les votes noirs, mais moi je veux les votes noirs à chaud, je veux plus les votes en plus. Je trouve ça plutôt sympa les votes à chaud. Et au niveau des types des épreuves, alors je ferai beaucoup de preuves de logique et de sport. Je varierai un petit peu parce que c'est vrai que vu que mon casting sera hyper varié, on aura des gros sportifs comme des gens pas du tout sportifs. Je veux que ceux qui soient pas sportifs s'en sortent et arrivent à tirer leur épingle du jeu. Je mettrai des épreuves cultes comme le parcours du combattant, les sacs, l'équilibre sur l'eau, enfin mes favorites quoi. Mais c'est vrai que j'essaierai de varier un petit peu, de mettre des puzzles. Oui Max, je mettrai des puzzles. Je sais que ça t'énerve, mais j'en mettrai. Voilà, je mettrai un peu de tout. J'essaierai de varier au maximum. Après ma saison, elle serait pas forcément hyper novatrice, mais j'appuierai surtout sur la variété, que ce soit au niveau du casting, au niveau des épreuves. Pour les twists, écoutez, si vous avez des idées de twists inédits jamais vus, n'hésitez pas à le mettre dans les
commentaires. Pour mon twist de l'île de la rédemption, je veux que les candidats ne soient pas au courant, ou alors on pourrait mettre dans la confidence certains candidats sans que les autres le sachent. Enfin bref, ça pourrait être sympa. Je viens d'y penser, mais ça pourrait être sympa. Des candidats qui soient au courant, qui ont été sélectionnés, qui trouvent par exemple un indice comme dans Survivor, rendez-vous gna gna gna, et en fait ils vont se rendre à l'île de la rédemption où ils découvrent qu'en fait les candidats sont encore en course et s'affrontent sur des duels, et ça peut créer de nouvelles stratégies, ça peut être sympa. Enfin bref, voilà. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. J'étais pas forcément super inspiré. C'est vrai que j'ai proposé des choses, mais c'est pas forcément hyper novateur. Donc j'attends vos commentaires avec impatience pour qu'on puisse débattre et ensemble trouver la saison exceptionnelle. Et on passe à la dernière question sur le thème Koh Lanta. Il reste plus que le dernier thème. Et donc la question c'est, imagine si un jour l'un de tes abonnés ou de tes amis participe à Koh Lanta. En regardant la saison, tu te rends compte que cette personne t'a excessivement déçu, agacé, saoulé et énervé. L'un des candidats que tu aimes le moins, toutes saisons confondues. Cacherais-tu la vérité auprès de cette personne? Lui révélerais-tu ton avis en tant que candidat? Alors, c'est pas mal hein, cette question, j'ai beaucoup aimé. J'essaierai d'être le plus sincère possible. Je n'ai pas pu donner mon avis à Alix par exemple, qui n'est pas une amie, calmons-nous, hein, c'est reste une connaissance. On s'était pas parlé depuis 10 ans quand je lui ai réécrit pour lui dire « Ah, je t'ai vu dans les portraits ». Si elle m'avait demandé, imaginons, on sait pas, elle s'est dit « Ah, j'aimerais bien l'avis de ce pote que j'ai perdu il y a 10 ans ». Même pas pote, hein, j'exagère, franchement, on était vraiment amis d'amis, on va dire. Elle m'aurait demandé que j'en pensais de son parcours, je lui aurais dit honnêtement. Alors, j'aurais pris les pincettes, j'aurais été en douceur. Je parle de la situation si je n'avais pas aimé son parcours, hein, parce que je n'ai pas trouvé le parcours de Alix sur les 4 terres catastrophique, loin de là. Mais en tout cas, j'aurais dit honnêtement, et par exemple, si elle m'avait demandé pour les 4 terres, j'aurais dit, écoute, il y a eu plein de bons moments sur les épreuves, ou sur le camp, tu as été très efficace, mais en stratégie, c'était pas la folie, quoi. Je comprends qu'on n'adhère pas aussi à son caractère, parce qu'elle fait très froide, elle fait un peu, Robocop, hein, on va dire, la Alix. Mais je lui aurais dit, honnêtement, je n'aurais pas dit, ah, moi, c'était incroyable, mais quelle social de ouf. Ah, la stratégie, j'en reviens pas. Non, j'ai dit, en épreuve, t'étais folle. T'as pris vachement de place dans l'émission, c'était top et tout. Mais par contre, en stratégie, zéro, tu te fais éliminer par Alexandra, quoi. Donc, au bout d'un moment, stop, quoi. Je l'aurais dit. Mais par contre, je l'ai toujours dit, même dans mes reviews, que ce soit la légende, etc. J'ai toujours dit ce que je pensais sincèrement d'elle. J'ai jamais été influencé du fait de la connaître, sans langue de bois. Et comme je l'ai dit, c'était pas non plus ma BFF. Mais honnêtement, je me suis jamais dit, bon, vu que c'est Alix, je vais être un peu plus tolérant dans mes reviews. Non, je trouve que Alix, des fois, on n'a pas très envie de lui faire la bise, quoi. Mais par contre, dans la légende, elle a été folle, elle a tenté des trucs, elle a vraiment joué. Bon, grosse erreur en éliminant Namadi avec Alexandra et Clémence, mais bon. J'essaierai en tout cas, si ça arrive, et que c'était pas Alix ou un abonné, un ami, d'être le plus sincère possible, mais en douceur. Mais je dirais quand même la vérité. Enfin, j'essaierai en tout cas. Ensuite, on passe à la troisième et dernière thématique, Survivor. Donc c'est vrai que vous êtes beaucoup à me demander des vidéos sur Survivor. Surtout que vous savez tous que je me suis lancé dans cette émission l'année dernière. Donc clairement, oui, je ferai des vidéos de Survivor. Et on va beaucoup en parler ensemble. Donc la première question, c'est selon toi, quel est le meilleur esprit stratégique de Survivor? Allez, je vais balancer des noms. Alors, on a de très bons stratèges en Survivor, comme Parvati, Todd, Russell, Rob, je parle de Rob de la saison 6, le petit mince un peu geek, et aussi Tony, de la dernière saison que j'ai vue, dans 28. Mais en tout cas, je trouve celui qui a été le plus efficace et qui m'a le plus impressionné, ce sera Yul de la saison 13. Il a tout mené en restant sympathique. Il a gardé la sympathie de tous ses camarades. Il a même réussi à battre Ozzy devant le jury final, ce qui est plutôt pas mal, parce qu'Ozzy, c'est un gros candidat. En tout cas, j'ai trouvé qu'il avait bien joué. Je trouve que quand même, il avait été assez efficace. Les autres aussi, ceux que j'ai cités avant, ils étaient très très bons, mais si je devais en choisir un, ce serait Yul. Question suivante, vas-tu faire des vidéos sur Survivor? Donc, comme je disais, bien sûr que oui, ça arrive, c'est en cours de préparation. Je ne sais pas trop encore comment je vais aborder tout cela, mais oui, bien sûr que je vais en parler. J'ai plein de choses à dire, que ce soit le casting, les différences avec Koh Lanta, enfin, j'ai plein de choses à dire, mais je ne sais pas trop encore comment je vais lancer tout ça. Mais Survivor, oui, va être un des sujets principaux de cette année de ma chaîne Clem Coco. Quelles sont tes saisons préférées de Survivor? Alors, je vais vous dire les numéros des saisons, parce que j'ai pas les noms, comme par exemple Koh Lanta Malaisie, Koh Lanta Johor, Koh Lanta machin. Ça, j'ai pas retenu. Je sais qu'en plus, il y a beaucoup de noms similaires, hein. Ils ont Survivor Karamoan, Survivor Fiji. Donc en tout cas, je risque aussi également de faire une vidéo de mes top saisons Survivor quand j'aurai tout regardé. Il me reste quand même encore bien une 13-14 saisons, mais bon, je vais le faire. Et dans mes préférés, je vais pas vous dire l'ordre pour garder un peu de suspense, je vais vous dire l'ordre chronologique. Je vais retenir la saison 6 avec Rob, donc le petit geek, Jenna, Matthew et tout. J'avais beaucoup aimé cette saison. J'avais adoré la saison 7, bien sûr, avec Jennifer Play, Sandra et tout ça, j'avais trop kiffé. J'ai beaucoup aimé aussi la saison 9, avec Twyla, avec Chris, avec Eliza et tout, c'était super sympa. J'ai adoré la saison 13, avec Ozzy et Yul, vraiment un très bon casting, plein de moves sympas.
J'ai beaucoup aimé aussi la saison 15 avec Toad. En plus, j'ai envie d'appeler Toad, comme le champignon dans Mario, qui avait mené beaucoup de stratégies. Il y avait aussi James, il y avait Amanda. Enfin, c'était plutôt stylé. J'ai adoré la saison 25, qui est plutôt similaire à la saison de la guerre des chefs. Donc c'est peut-être pour ça que je l'aimais, parce que j'ai adoré la guerre des chefs. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant comme saison, vraiment au top. Et j'ai beaucoup aimé aussi la saison 28, que j'ai trouvé vraiment sympa. Alors c'est vrai que le casting est un peu pauvre, il n'y a que 6 éléments qui sont très très bons. On en avait discuté avec Erosia. Et honnêtement, j'avais quand même beaucoup aimé cette saison. Là, je suis dans la bonne période de Survivor, je suis dans l'âge d'or, la saison 25 jusqu'à la saison 32 ou 33, je ne sais plus. En tout cas, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et là, je suis actuellement à la saison 29. J'ai vu que les 4 premiers épisodes. Et ça donne envie de voir la suite, clairement, parce que c'est pas mal le bordel. Donc voilà, les saisons à retenir, je dirais 6, 7, 9, 13, 15, 25, 28. À voir par la suite, mais en tout cas, pour l'instant, c'est mes faves. Ensuite, question sur le casting. Quels sont tes persos préférés de Survivor? Alors, sur les 29 saisons que j'ai vues pour le moment, mes coups de cœur restent quand même Sandra, que j'adore. Sandra Diaz, là, je la kiffe de ouf. Je trouve qu'elle a une super belle personnalité. Elle a un franc-parler, elle sait pas faire, j'aime beaucoup. J'adore Yul. Yul, il est top, quoi. C'est vraiment le genre idéal. Il est hyper sympa et adorable. Stratège, mais stratège cool. Enfin, vraiment super. Donc, Toad, le champignon, que j'adore, je trouve hyper rigolo, hyper stratège, hyper réfléchi. Rob, donc le nerd, le geek tout maigre de la saison 6, je l'aime beaucoup, je sais pas pourquoi, stratégique en plus rigolo. Twyla, la perfide de la saison 9, elle fait penser un peu à Chantal, bien perfide comme il faut, je l'aime beaucoup. J'ai adoré Stéphanie de la saison 10, 11 et saison 20, il me semble. Je l'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup son énergie, je trouve que c'est une femme forte, enfin je l'aime beaucoup. J'ai aimé Earl de la saison 14, je l'ai trouvé top, enfin vraiment un mec posé, stratège mais posé. J'ai beaucoup aimé l'énergie, la spontanéité de Brenda de la saison 21, il me semble, si je me trompe pas. Hyper sympa, elle est revenue dans la saison 26, je crois, ou 27, je sais plus dans quelle saison, mais elle est revenue dans un All-Star. Très sympa, j'aime beaucoup, souriante, même si des fois elle est un petit peu mauvaise, mais je l'aime bien. Alors, what the fuck, mais j'ai beaucoup aimé Chambo, la saison 19. Elle m'a fait rire avec sa coupe mulet, elle m'a buté, je l'aimais bien, je trouvais qu'elle a bien joué, elle a bien retourné sa veste, c'était rigolo. J'ai adoré Steven, ça s'écrit Stephen, mais ça se dit Steven, qui elle est très loin d'ailleurs dans sa saison, le petit stratège à lunettes, le pauvre, voilà, il a été un peu clashé par le jury, mais je l'aimais bien. Bon, honnêtement, je l'aimais bien. J'ai beaucoup aimé le duo Kim-Chelsea de la saison 24, j'ai trouvé super fraîche les filles, super forte, j'ai beaucoup aimé ce binôme et j'ai adoré vraiment le dernier trio de la dernière saison que j'ai regardé, saison 28, le trio vert, Cass, Tasha et Spencer, même s'ils sont pas tout le temps copains les trois. Je les ai vraiment aimés, surtout Cass, un peu aussi une Chantal perfide, et j'adore Tasha et Spencer, vraiment voilà, c'est les noms que j'ai le plus retenus. Peut-être que j'ai des oublis, mais pareil, je vous ai déjà dit, j'aimerais bien faire une vidéo top 100 de mes candidats préférés de Survivor, ça arrivera un jour, donc je prenne le temps de le faire, mais en tout cas voilà, c'est les noms que j'ai le plus retenus pour le moment. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment beaucoup Ozzy, Parvati et tout, mais pareil, c'est un peu comme Koh Lanta. Les candidats surkiffés comme ça, moi souvent, m'en fous un peu. Question suivante, qu'est-ce qui fait pour toi un bon vainqueur de Survivor et donc lesquels sont les meilleurs? Alors pour moi, Survivor n'est pas du tout comme Koh Lanta au niveau du mérite. Le mot qu'on adore tous. Enfin, on gagne pas parce qu'on est gentil. Dans Koh Lanta, on gagne parce qu'on est gentil. Loïc, il aurait pu gagner parce qu'il était gentil. Voilà. On gagne surtout parce qu'on a une bonne vision du jeu et qu'on fait de bons moves tout en gérant bien son jury management. Le jury management, c'est se faire apprécier du jury malgré le fait qu'on les ait sortis. Et c'est vrai que dans Survivor, on respecte plus la stratégie que le social. Donc, il y en a quelques-uns des gagnants, du coup, je vais spoiler, donc si vous voulez pas spoiler, n'écoutez pas. Mais clairement, pour moi, un des meilleurs gagnants, il y a Yul. Je sais que là, c'est pas très objectif, mais je trouve qu'il a vraiment bien géré son jury management. Il était face à Ozzy, qui était quand même ultra respecté, et il a réussi à gagner. Donc vraiment, Yul. Mais on peut citer aussi Richard, le premier gagnant, qui a vraiment mené la stratégie du début à la fin, alors que c'était la première édition, donc il avait eu aucune expérience, même en tant que spectateur. Donc top. J'ai beaucoup aimé Chris aussi, même s'il a gagné face à Twyla, ça m'a saoulé, mais Chris, qui pourtant partait très très mal et a réussi, malgré ses trahisons, que ce soit Eliza ou d'autres, à gagner. Après, il était face à la pire de la saison, un peu comme Marc avec Chantal, donc il a réussi à gagner. Bon, alors Todd, j'ai adoré aussi, hyper bon stratège, super bonne vision de jeu. Earl, c'est pareil, c'était de la stratégie en calme, posée, mais il a réussi à se faire apprécier de tout le monde tout en étant stratège. Sandra, qui a quand même gagné 2 fois, qui est une très très bonne candidate, qui ne mâche pas ses mots et malgré ça, elle arrive à se faire apprécier de tout le monde tout le temps usant de stratégie. JT est un gagnant assez calme, posé, discret, mais c'est quand même un très très bon gagnant. Voilà, en plus il a fait le perfect game, donc chapeau à lui. Je l'adore pas de ouf, mais il mérite quand même,
comme dirait Maxime. Il mérite vraiment d'être le gagnant et voilà, ça reste un bon winner. Kim, je trouve que c'est une bonne gagnante aussi. Elle a réussi à être efficace dans les épreuves, discrète, bonne en stratégie. Elle a fait quelques blindsides. On fait un bisou à Kat. Hein. Mais en tout cas, voilà, je trouvais que c'était une gagnante. On n'oublie pas non plus Tony de la saison 28, qui a clairement planté des couteaux dans le dos sans limite et qui a quand même réussi à gagner en emmenant Cass face à lui. Et Rob Mariano, même si c'est pas mon préféré du tout, clairement il dominait tout. Hein. C'est lui qui choisissait qui sortait, c'était le roi de la saison, de sa saison, de son retour qu'il a gagné. Mais quand même, si je devais en choisir un, ce serait Yul, suivi... C'est dur, hein, de Richard quand même, parce que lui, il connaissait pas Survivor. Et je dirais entre Toad, hein, Toad, il était vraiment efficace. Question suivante sur Survivor. Envisages-tu de regarder d'autres versions internationales du jeu, autres que Survivor US? Bien sûr que oui. Oui, je pense regarder Survivor Australia très rapidement. Une fois que j'ai fini Survivor US, je vais regarder, je pense. Parce que sur le groupe Discord, là où je récupère les épisodes de Survivor, il y a aussi le groupe Survivor Australia. Et en plus, je sais que Sandra de Survivor US est allée dans Survivor Australia. Donc, ça peut m'intéresser. D'ailleurs, c'est vraiment une annonce. Ceux qui veulent regarder Survivor, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Je vous inviterai sur Discord. Je vous expliquerai comment faire. Hein, c'est pas très compliqué. Je l'ai déjà fait pour certains d'entre vous. Comme ça, vous aurez accès à tous les liens pour télécharger les épisodes sur Up2Box. N'hésitez pas à me demander. Je le ferai avec grand plaisir. Et déjà, la dernière question du thème et donc de la vidéo, de la foire aux questions de Clem Coco. Si tu devais faire un top 15 des plus grands joueurs de Survivor, ça serait quoi? Alors, comme je veux faire une vidéo où je dévoile mon top 100 des candidats préférés de Survivor, je ne vais pas les classer, mais je vais quand même citer une quinzaine de noms. Et en plus, ça va me demander les grands joueurs, donc pas forcément mes préférés. Donc, je vais quand même citer des noms parce que certains, c'est quand même dans mes préférés. Je suis qu'à la saison 29, hein, donc ne me jugez pas si j'ai pas mis les noms de la saison 30 jusqu'à 42. Donc, dans les meilleurs joueurs, je mettrai Rob Mariano, Yul, Todd, Earl, Kim, Sandra, Chris de la saison 9, Richard de la saison 1, Tony, mais en plus, j'ajouterai également Parvati, même si je suis pas ultra fan de cette candidate, Siri, très bon social et stratégie, Russell, même si je ne déteste, mais honnêtement c'est un très bon joueur. Mais comme me disait Pixit, c'est par rapport à son All-Star où il allait très loin, sa saison était juste avant et elle n'avait pas encore été diffusée. Donc les candidats ne savaient pas que Russell était hyper perfide. Alors qu'il a raison, Pixit, il m'avait dit, oui, s'ils avaient vu la saison avant, il aurait dégagé en 3 secondes. C'est pas faux. Mais ça reste quand même un très bon joueur. Ozzy, je vais mettre Tom, celui de la saison 10, et Steven, qui était en saison 18 avec GT. Je trouve quand même que c'est pas les 15 forcément meilleurs, mais ça en fait partie. C'est ceux qui m'ont vraiment marqué, que ce soit stratégiquement ou sur les épreuves, ou tout ça, en tant qu'aventurier de Survivor. Et voilà, c'est terminé, c'est déjà terminé la foire aux questions pour Clem Coco. J'ai répondu à toutes les questions que vous m'avez envoyées. On en fera peut-être une nouvelle d'ici quelques mois. Si vous avez apprécié, on verra les retours de cette vidéo. Si ça fait un bide et que tout le monde s'en fout, bon, ben, ce sera la seule. En tout cas, voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que c'était pas trop long. Vous avez un petit peu connu l'intimité de Clem Coco, son avis plus précisément sur Koh Lanta et sur Survivor. Survivor qui va bientôt arriver sur ma chaîne, on va bientôt en parler vraiment. La semaine prochaine, on se retrouve. La vidéo, ce sera la tier list de Koh Lanta Malaisie. Enfin, vous me l'avez demandé depuis tellement longtemps que je vais le faire. La tier list de Koh Lanta Malaisie. J'espère que vous ne serez pas trop déçus parce que vous savez qu'on n'aime pas tous les mêmes candidats et que je n'aime pas trop les candidats qui sont suraimés. Donc voilà, on verra comment ça se déroule pour Hugo, Brice ou Phil. Ce sera là donc la vidéo la semaine prochaine. En tout cas, si vous ne voulez pas louper la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. On déclenche la cloche de notification si on veut pas louper toutes les infos, tous les posts, toutes les vidéos de Clem Coco. On met un pouce bleu sur la vidéo quand on aime bien, ça fait toujours plaisir. On n'hésite pas à se perdre dans l'onglet communauté de Clem Coco. J'essaie de poster fréquemment des sondages, surtout qu'en ce moment il y a le grand tournoi de votre candidat préféré de Koh Lanta all time. Et quand je dis candidat préféré, je dis votre préféré de votre cœur et pas forcément le meilleur. Que ça, souvent, beaucoup confondent en disant « mais je vois Théoura et Claude et tout ». Non, votez pour celui que vous préférez, celui que vous adorez le plus. Si c'est Théoura et Claude, c'est Théoura et Claude. Hein. En tout cas, voilà, pensez comme ça, votre candidat préféré. Par exemple, moi, j'adore Alexandra des 4 Terres, alors que ce n'est pas la meilleure candidate de la saison. Nous sommes d'accord. Donc, on se perd dans l'onglet communauté. Ça fait toujours plaisir de voir des votes, de voir des commentaires. Enfin, on peut mettre aussi un pouce bleu sur les articles, ça fait plaisir. Et n'oubliez pas que Clem Coco est sur les réseaux sociaux, sur Instagram. J'essaie de poster fréquemment. J'ai même fait un post aujourd'hui, donc on n'hésite pas à y aller et à le liker, à mettre un petit cœur. Et puis voilà, d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.